Hey guys, I'm Titi. And I'm Beck. And we're what the kids call Woke or Whatever. So before we begin the episode, I just want to give a quick shout out to Saint Leon. So Saint Leon actually decided to partner with us. Yeah. So excited. And shout out to them because that is actually our first partnership ever. So thank you so much for trusting us and wanting to work with us. So Saint Leon is an athletic clothing brand, Black owned, Black woman owned, locally owned. So everyone that wants to support Black businesses, especially Black businesses run by women, go ahead and support that. So it's an athletics company that is basically that wants everyone to feel as confident as possible in their athletic wear. And what's really cool about this this company is that with each purchase, you can actually select a charity of your choice to see where you would like a fraction of the funds to go. That's really, really cool. So we have a promo code. We have our promo code WOKE15. Influencers. No, we have a promo code. It's WOKE15. So all of the information is going to be in our bio. So, well, not in our bio. YouTube. How does YouTube work? In the description bar. We're also YouTubers, guys. Like new things. So yeah, shout out to Saint Leon. Thank you so much for trusting us. And guys, go ahead and show love. Go show support. And yes, so let's get started with the episode. OK, so je vais présenter le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Puis, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le racisme systémique, mais le racisme systémique vraiment concentré au Québec et à Montréal spécifiquement. La raison pour laquelle on a choisi ce thème en particulier, c'est parce que, OK, bon, les conversations tournent en rond. C'était vraiment cute le 2 semaines où les Blancs sentaient mal de posts sur Instagram. Mais comme past that, la conversation a vraiment ralenti au Québec et elle est restée très centralisée sur ce qui se passe aux États-Unis. Fait que c'est toujours, à chaque fois que il se passe une affaire aux États-Unis, ils sont comme, OK, on va parler de racisme pendant comme une demi-journée, puis on move on. Et ça, c'est vraiment dangereux parce que ça fait en sorte que le problème reste américain, puis il est jamais québécois, il est jamais montréalais. Et on a vraiment beaucoup de difficultés à trouver notre identité, à s'identifier en tant que noir montréalais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'histoire derrière ça? La rhétorique qui revient souvent, je trouve, dans le média mainstream, c'est « Oh, c'est un problème américain. Oh, on n'est pas comme aux États-Unis. Oh, le racisme est pire. » Et je trouve que même nous, on fait ça, je trouve, en tant que personne noire, très comme « Ah, c'est pas pareil et tout. Ah, c'est moins violent. » Mais c'est juste différent. Et la raison pourquoi c'est différent, c'est parce qu'on a des histoires différentes. Mais c'est quoi l'histoire des Noirs canadiens, des Noirs québécois, des Noirs montréalais? On sait pas. Personne sait. Puis ça fait en sorte que on n'est pas capable de se grounder, de s'identifier. Mais il y a eu des luttes avant nous. On n'est pas la première génération à lutter contre le racisme. Montréal, à son point, était vraiment l'épicentre. Était une ville qui était un épicentre de combat antiraciste. Mais, of course, on n'apprend pas à l'école. C'est nulle part. Et je veux préciser que cette erasure de notre histoire en tant que Noirs montréalais, québécois, fait partie de notre racisme à nous. Mm-hmm. Fait que ça, c'est du racisme. C'est pas par accident, là. C'est pas comme une négligence, c'est vraiment intentionnel. Et ça fait en sorte qu'on est toujours perdu. Puis, par défaut, on s'identifie aux Américains. Mais après, c'est comme, OK, mais si on sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas ou si il se passe rien, c'est comme, on n'a pas de discussion ici. Puis ça fait aucun sens parce que on vit ce racisme-là, on sait qu'il est là. Mais il a été, ça fait plusieurs décennies qu'il a été là, il y a eu des combats. Donc, nous, on veut parler de ça. Pour de vrai, on commence la conversation. Je vous invite vraiment après à check out les livres, les articles, puis vraiment à commencer une discussion parce que c'est hyper important pour continuer, en fait, la discussion puis que ça s'éteigne pas parce que on regarde les États-Unis tout le temps. Fait que c'est ça. Yeah. So very beautifully said. Now, in order for us to understand systemic racism and how it works today, we need to go back to the roots. We need to go back to the beginning and understand where it all started from. So it began from slavery. And the reason why it's really, really important to talk about slavery is because although slavery has been abolished for centuries now, it has remodeled itself through different racist forms, such as medical bias, such as racism in the education system, racism in employment, things of that nature. And all of that began from slavery that's rebranded in
institutionalized racism. So we're going to begin to talk about slavery. Obviously, there's a lot to cover. I'm going to summarize it as best as I can. So between 1629 and 1833, there were a reported 4,185 slaves here. So that number could be inaccurate because that is what was reported. Now, the reason why I say it could be inaccurate is because before the abolition of slavery in 1833, after the British Imperial Act, slavery was never really legal, never really was illegal. So that pretty much meant slave masters could do whatever the fuck they wanted because they didn't have to report to anybody. So that meant that there were a lot of slaves that were most likely not reported as slaves. Also, certain slaves were reported as being workers, therefore not classified as slaves. So for that reason, that number could be inaccurate and there could be a bit more slaves than that. Now, obviously slavery is not a topic that we discuss in schools in Quebec unless maybe you take a specific course like in university, and even then I don't even know. So whenever it is talked about in Quebec, the main thing that we do is try to pretty it up and say slavery wasn't that bad. We had thousands of slaves, compare it to our neighbors, the United States, that had millions. So let me just kind of debunk what that means and how that is such an inaccurate comparison. The United States had millions of slaves because the United States climate permitted that. They were in the South, plantations, there were so many plantations, therefore they could have a lot of slaves that contributed to the economy by, picking cotton, tobacco, all of that. Contrary to here, the cold weathers of Canada cannot permit us to have that many slaves working outside because Canada's cold as shit. Like, it's cold as shit. Like, it's not because Canadians or Quebecers were nicer or less racist or had a bigger heart. It's really just because the weather could not tolerate having slaves working outside. So that's one thing that I wanted to debunk. The reason why we didn't have that many slaves is not because Canada is nicer. It's because the weather ain't all that. So that's one of the things. Another thing that Quebec, the people of Quebec that do talk about slavery say is the conditions weren't as harsh, the slaves weren't treated as badly because they were domestic slaves. And they were domestic slaves. Slavery here was purely domestic. Slaves were working in the house because, like I said, the weather did not permit outdoor work. But that does not mean that they were treated any better. And I'm going to get into that a bit. Another thing that is talked about a lot is how slaves here were only... And just a reminder, Quebec had the most slaves in Canada. Quebec had the largest majority. C'est toujours nous. Ça fait fucking honte, non? C'est toujours nous. So Quebec had the largest amount of slaves, specifically in Montreal and Quebec City. So one of the things that is said whenever we do talk about slavery is only the super wealthy owned slaves. Like only the richest of the rich owned slaves, and slaves were a sign of status and wealth and prestige, and slaves were a sign of status and prestige, and you used your slaves to show off how well you had it. However, slaves were not solely reserved to the filthy rich. Regular Joes had slaves too. Regular workers, shoemakers, artisans, they owned slaves as well. And it wasn't just for the wealthy. And slaves here were considered almost a form of currency. So, I owe you money? Take my slave, right? Like, let me give you my slave. Oh, okay, I fucked up your company. As an apology, I'm really sorry, take Jonathan here. So, things like slavery, the slaves were literally exchanged so much as a form of currency. They were literally viewed as objects. So let's say one slave owner maybe didn't treat a specific slave horribly. And I put horribly in quotations because slavery, period, is horrible. Let's just say that working conditions weren't the harshest. These slaves saw different homes throughout their whole life. So they were most likely tortured in at least a couple of these homes because they were being exchanged for anything, loans, money, anything. So that slaves were used almost as a form of currency. Another thing I wanted to discuss about slavery is the majority of slaves were actually women. And we don't talk about that a lot. A large majority of slaves were women. And a large majority of slaves were women. And a lot of their roles were specifically trigger warning. Actually, just trigger warning for the entire episode. There might be a lot of traumatizing thing, black trauma, sexual assault, things like that. But a lot of these women, domestic workers, were solely used as sex slaves, just sex slaves. That was their own. There were other slaves in the house for other roles. And in many cases, the women were just used for sex, were raped constantly. And
just think about the trauma that they had to internalize and then pass it on to their children. And that just causes so much intergenerational trauma that descendants of slaves today must still hold on to. So all of this is just to explain how it's not because they were in the inside that their treatment wasn't harsh, that the treatment wasn't horrible. Slave auctions were held every Saturday in Montreal, downtown Montreal, and in Quebec City. So every Saturday morning, there were slave auctions held there. There were announcements in the newspaper. So, you know, you could go, nice family outing, you take the kids, you go on a date, you grab a cup of coffee, and you watch slaves being sold. There were workers that were saving every coin they had to be able to purchase the cheapest slave, you know? So these are things that are part of our history. When you go downtown and you go shopping, understand that there were slaves that were sold here before. The shopping was for slaves. Like, this is a part of Montreal, Quebec, Canadian history, and it is erased. And one thing I want to discuss, this is a slave that I think we all should know about. So it's Olivier Lejeune. Olivier Lejeune was the first ever recorded slave in Canada, and he was brought to Quebec in a British ship from, he was born in either Madagascar or Guinea. It's not confirmed. It was in 1629. He was brought in a British ship by a British slave master who then immediately sold him to Olivier Tardif, which was a French slave master. And then Olivier sold him to Guillaume Couillard. And he was 7 years old. Olivier was 7 years old. So by the age of 7, he already had seen 3 different slave masters. Who knows before he got here how many there were. Eventually, Guillaume Couillard put him in a Catholic school, Catholic elementary school, where he was taught by Jesuit priest Father Lejeune. So Father Lejeune taught him basically about religion, and in 1633 baptized him and gave him the name Olivier, which is the first name of his second slave master, and gave him the last name Lejeune, which is his name, the name of the priest. So just try to understand that at 7 years old, he was brought and completely stripped of his whole entire identity, given the first name of one of his slave masters and the last name of his priest. So to this day, there are descendants of slaves that are holding names of slave masters. And this is not talked about. And one of the reasons why Quebec is so good at hiding it is because after it's been abolished in 1833, like I said, and it wasn't ever completely legal before. So because it was never legal, because the number of slaves weren't in the millions, it was very easy to pretend like it never happened. It was very, very easy to pretend like it never happened because most Black Montrealers are not descendants of slaves because the slaves were only in thousands. A lot of them died very, very young, not being able to procreate and, you know, have children. So because of that, it's very easy to just sweep it under the rug and act like it never happened, but it is a part of our history. And so that's where it kind of all began. Merci, Titi. Je veux vraiment rajouter sur ce que Titi a dit. Il y a une tournée qui se fait, je sais plus si ça se fait pour de vrai, qui s'appelle The Black Experiences. Yeah. Puis je l'ai faite, puis on parle un peu de l'histoire des esclaves ici. On va au Vieux-Port. Fait que ce que tu parlais des marchands, on voit l'endroit où on vendait les esclaves. Tout est au Vieux-Port. Tout est vraiment au Vieux-Port. Yeah. Il y a une plaque, vraiment... Il y a une plaque qui dit qu'on reconnaît l'esclavage, mais elle est vraiment cachée si tu sais pas que c'est la plaque pour ça. Mais encore une fois, c'est dans le Vieux-Port. Et aussi, on apprend que, comme aux États-Unis, quand l'esclavage a été aboli, les slave masters ont perdu de l'argent. Et il y a une famille qui s'appelle The Rothschild Family, qui était vraiment une famille jusqu'à maintenant qui est super, super riche, puis qui own beaucoup de banques au Canada. On leur a emprunté de l'argent pour acheter des esclaves et tout, pour qu'on ait des esclaves ici. Puis on a fini de les rembourser en 2015, guys. Fait que l'argent, slave money was given to people jusqu'en 2015, puis 2015, c'est hier. On est en 2020. Yep. Fait que c'est une histoire très, très, très récente, mais qu'on connaît juste pas. Fait que si vous pouvez, The Black Experiences, je me souviens plus du nom du gars qui le fait, mais si vous le cherchez, vous allez le trouver. Puis il veut faire plus de tournées, puis c'est vraiment une tournée du Vieux-Port, puis on parle un peu de l'esclavage, juste pour, encore une fois, parler de comment c'est une histoire qui a été ici, puis c'est très présent, puis c'est très récent. Yeah. Donc on va jump sur un autre topic. On va continuer sur le thème du racisme systémique, mais je vais me concentrer sur l'expérience des Haïtiens
au Québec, les Haïtiens à Montréal. Spécifiquement parce que, un, je suis haïtienne, mais deux, l'histoire des Haïtiens au Québec est vraiment, vraiment importante. Puis elle est vraiment aussi déterminante de comment le Québec est maintenant. Les Haïtiens ont eu une grosse place sur la construction de la société québécoise, mais on est vraiment nulle part. À part que tout le monde connaît un Haïtien dans la ville. Right. C'est pas nos noms qu'on voit dans les livres d'histoire. C'est pas comme, oh, tel Haïtien a fait telle affaire. Ouais. On a fait vraiment beaucoup de choses. Fait que je vais vraiment parler de la relation haïtienne-québécoise avant, puis comment elle se traduit maintenant. Ce qui est important de savoir, Titi parlait des descendants d'esclaves, des gens qui viennent peut-être de la Nouvelle-Écosse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le Underground Railroad, Yeah. ça menait à la Nouvelle-Écosse, puis il y a Yeah. beaucoup de descendants d'esclaves qui sont là, comme Ouais. des Canadiens qui sont là depuis cette génération, vraiment longtemps. Puis il y en avait beaucoup qui ont immigré à Montréal. Fait qu'avant les années 1960 et avant, les Noirs qui étaient à Montréal, c'était vraiment, les backgrounds étaient vraiment diversifiés. Fait que tu vas avoir du monde qui, comme, sont descendants de la Nouvelle-Écosse, des gens qui viennent des États-Unis directement, beaucoup de monde des Caraïbes, du monde de l'Afrique. C'était vraiment, vraiment diversifié. Et après 1960, les lois d'immigration ont changé, qui ont fait en sorte que c'est les Haïtiens qui ont été priorisés à cause de la langue française, puis il y a eu beaucoup d'Haïtiens. Fait qu'avant 1960, Haïti et le Québec avaient déjà une relation parce que Haïti était le premier pays vraiment francophone en Amérique du Nord. Donc, dans un endroit qui est très anglophone, Haïti était le pays francophone. Et il y avait le Québec, les Canadiens français, qui était aussi une terre francophone. Donc, Haïti, c'était un peu comme le phare puis la boussole parce qu'ils se sentaient très... Vous connaissez l'histoire des Québécois, ils se sentaient très comme oppressés par rapport aux anglophones. Fait que avant 1960, il y avait beaucoup d'immigration entre Haïti puis Canada français. Ils échangeaient des pensées intellectuelles. Ils vont vraiment affirmer leur position en tant que nation francophone. Fait qu'il y avait déjà déjà ce lien. L'affaire, c'est que malgré qu'il y avait ce lien, Haïti était vu comme une nation sœur, mais aussi sous l'unité familiale, il y avait quand même une hiérarchie. Il y avait quand même cette idée que comme ce sont des Noirs, donc ils ont besoin de nous. Ça reste une dynamique de colonisateur puis colonisé. Dans le sens que c'est pas nos égaux, là. C'est pas comme on est chummy et tout. C'est vraiment comme, OK, ouais, ils parlent français, on parle français, on peut utiliser ça à notre avantage, mais aussi, ils sont noirs, fait qu'ils sont inférieurs. Fait qu'il y a toujours il y a toujours cette dynamique de pouvoir, puis jusqu'à maintenant, il y a vraiment cette dynamique de pouvoir. Autant les Québécois vont être comme, oh, moi, les Haïtiens, je les aime, je mange du griot et tout. Autant ils vont t'appeler nègre aussi. Comme, il y a toujours il y a vraiment autant qu'on veut dire que, oh oui, on nous a bien accueillis à cause de la langue, mais le racisme est encore présent puis encore très, très vivant. Fait que ça a toujours resté ça, la relation Québec-Haïti. Ce qui s'est passé en 1960, c'est que Duvalier est monté en Haïti. Petite histoire de politique en Haïti. Donc, Duvalier, Papa Doc, un dictateur qui est rentré en 1957. De 1957 à 1964, c'était son mandat. Mais après, il s'est couronné président à vie. Fait que les dictateurs font ça quand ils montent sur un pays comme, OK, moi, je suis président à vie. Fait que jusqu'à sa mort, il a été président d'Haïti et il a monté une milice privée. Si t'es haïtien, tu sais, les tontons Macoutes, donc une milice privée qui, si dans le fond, tu parles en mal du Duvalier, tu te fais tuer, tu te fais kidnapper, comme, et tout. Fait que c'est ça le vibe. Et aussi, la façon dont Duvalier est monté au pouvoir, c'est qu'il a promis au peuple de se débarrasser de l'élite. Fait que l'élite, bon, on revient à l'épisode du coloriste. L'élite light skin, puis avec des privilèges, puis riche. C'est comme, oh, moi, je vais me débarrasser de cette élite-là. Puis ça va être pouvoir au peuple. C'est comme ça qu'il est monté, c'est comme ça qu'il est monté à la présidence. Puis ça fait en sorte que l'élite, justement, haïtienne, a
s'est exilé au Québec. Fait qu'il y a beaucoup de gens. La première vague d'Haïtiens, c'était en 1960. Puis ça, c'est des professeurs, ça, c'est des philosophes. Ça, c'est vraiment des gens avec de l'argent. Puis ça, c'est des gens, comme on dit, cultivés, qui parlaient français. Même si, dans le fond, même si Haïti est vu comme une nation qui parle français, il faut comprendre que les gens qui parlent français, c'est des gens qui sont comme privilégiés. La plupart du monde parle créole. Comme la plupart des gens, des habitants parlent créole. Mais l'élite est francophone, fait qu'on va dire que c'est un pays francophone. Fait qu'eux, ils déménagent au Québec. Puis ils s'intègrent super vite parce que comme ils ont des diplômes, ils sont cultivés, on va dire qu'ils ont puis aussi ils ont déjà eu des contacts avec le peuple québécois, fait que eux ils s'incluent vraiment vraiment vite, puis c'est eux aussi qu'on a mis dans les écoles. Après la 1960, c'est dans le temps de la Révolution tranquille ici, puis c'est un débat politique où, on va dire, les Québécois se cherchaient beaucoup, comme les idéologies changent, il y a beaucoup de discussions. Puis les Haïtiens sont arrivés à ce moment-là, ils ont fait partie des discussions. Il y a beaucoup les vieux Québécois, là, si vous leur demandez, ils ont tous eu un prof haïtien, là, comme on était vraiment intégrés dans la société et tout. Mais ça, c'est la première vague. La deuxième vague d'Haïtiens qui est arrivée en 1970, c'est le peuple. Fait que c'est vraiment plus, on va dire, les gens du peuple, les gens non cultivés, ceux qui parlaient créole, justement. Donc, il y avait beaucoup plus de difficultés à s'intégrer, arriver au Québec. Puis c'est vraiment ceux qu'on a vus comme les stéréotypes sont arrivés, comme ils sont violents, ils sont déviants sexuels, ils sont ci, ils sont ça. Non seulement de la part des Québécois, mais aussi de la part des Haïtiens élites. Donc, ils avaient comme ce double, genre, OK, ouais, non, eux, ils sont pas comme nous. Et qu'est-ce que ça a amené? C'est que ces Haïtiens-là ont été isolés dans le Nord-Est. Ça, c'est maintenant Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies, tout ça. Fait que ils avaient pas accès au café, au centre-ville, à tout ce qui se passe. Puis jusqu'à ce jour, il y a absolument rien à Montréal-Nord. Il y a pas de Starbucks à Montréal-Nord. C'est oui, il y a beaucoup plus d'autobus qu'avant, mais la ligne orange est vraiment, vraiment loin. C'est vraiment reculé. C'est là où étaient toutes les usines, les affaires textiles. Fait que la deuxième vague d'Haïtiens était vraiment, vraiment isolée. Puis c'est là que le racisme a vraiment pris un coup parce que c'est comme eux, ils parlent créole, fait que c'est vraiment plus dur de communiquer. Puis dans la tête des Québécois, si tu parles créole, t'es pas intelligent, puis tu peux pas former des pensées complexes. Puis comme t'es pas tout ça, là. Fait que c'est juste comme, la première vague d'Haïtiens, OK, it's good, mais la deuxième vague, vraiment, là, était vraiment comme négligée. Puis quand je dis qu'ils vivaient du racisme, c'est pas, c'est vraiment in your face, là. C'est très, on va dire, tu vas dans un arrêt d'autobus, tu veux prendre le bus, c'est comme, ça sent le nègre ici, là. Comme ça, c'est vraiment les amis de ma mère, les gens. Si vous demandez à vos parents, là, comme c'était vraiment ça le vibe, c'est vraiment comme ils veulent pas trop se mélanger, ça fait qu'on était isolés, on n'avait pas accès à aucun transport en commun, on est tous mis dans des usines. Et tout, t'as de la difficulté à t'intégrer, tu parles pas la langue, les gens veulent pas te parler, les gens n'ont rien à foutre. Fait que c'est vraiment tout ça le vibe, et ça jusqu'à maintenant, ça a fait en sorte que on a perdu le créole. Fait qu'il y a pas beaucoup d'enfants, si tu parles, ben oui, je pense qu'on essaie plus maintenant de retrouver le créole, mais à un bout, c'était vraiment comme il y a beaucoup d'enfants haïtiens qui vont pas parler créole. C'est comme si toi, tu parles toujours dans ta langue avec ta mère. Ouais, mais la plupart des gens de ma communauté parlent pas la langue. Okay. Comme, c'est comme les adultes sont choqués, comme, oh, you speak Amharic. Ah ouais. Like, Okay. I was actually gonna get into that later. Like, personne parle la langue. Genre, personne parle la langue. Ils veulent trop s'intégrer ici. Hein? OK, on va revenir à ça. Mais il y a beaucoup de... Je trouve que quand je regarde les autres enfants, moi, je trouve que les Arabes parlent arabe, les Latinos parlent espagnol avec leurs parents, mais les Haïtiens, oui, tu vas en trouver, mais c'est vraiment, vraiment plus rare. Mais c'est vraiment par force de vouloir s'intégrer qu'ils voulaient pas apprendre la langue dans la maison. Moi, là, comme mes parents, c'est genre, je t'envoie pas à l'école pour que... À un moment donné, je suis allée dans une école qui est très, très, très... Il y avait beaucoup d'Haïtiens, fait que je parlais beaucoup créole parce que tout le monde parlait créole autour de moi. Puis mon père m'a dit, je
je t'envoie pas à l'école pour que tu apprennes le créole, là. Comme c'est pas vu comme si une langue prestigieuse que tu devrais parler parce qu'on vit déjà tellement de discrimination, t'es pas pour rajouter ça. Fait que c'était très le français. Même l'anglais, ma mère allait acheter des cassettes en anglais pour qu'on écoute, mais le créole, oui, je vais l'entendre, of course, oui, je vais l'entendre, oui, entre oncles, tantes et tout. Ils vont parler, mais moi, en tant que tel, c'était pas quelque chose qu'on a été élevé avec. À moins que tu vives avec tes grands-parents. Les gens qui vivaient avec leurs grands-parents, oui, il y a ça. Mais sinon, c'est vraiment pas ça. Et je pense que maintenant, ce qui se passe, c'est, vu que, bon, la communauté québécoise a rejeté, un peu la communauté haïtienne dans le sens que, oui, on est là, mais on n'est pas représenté nulle part, on se voit pas, puis tout. Puis nos parents voulaient s'intégrer, mais nous, je pense qu'on n'est plus vraiment là-dedans, là. On est comme... je pense que c'est le contraire. C'est comme, moi, je suis pas québécois, moi, je suis haïtien, mon calisse, whatever. Comme je veux rien avoir à faire avec eux, blablabla. Ce qui fait qu'on se retourne beaucoup vers la culture américaine parce que là, on se voit. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai découvert BET, je me souviens vraiment de la conversation parce que j'étais allée chez mes cousins. J'étais toujours chez mes cousins, puis ma cousine était comme, est-ce que tu connais BET? J'avais quoi, 6 ans? J'étais comme, non. Puis elle était comme, tu vas voir, tout le monde est noir. Même les publicités, les gens sont noirs. Puis I was so shook, comme voir des personnes noires, à la télé, même les publicités de couches, c'est les personnes noires, puis tout le monde est noir, puis c'est l'anglais, comme ils parlent anglais, fait que qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, t'apprends. Ou t'écoutes, t'entends, puis t'es juste comme, OK, ben, il faut que je comprenne l'anglais parce que c'est ça qui me donne accès à une culture qu'on dirait qui me ressemble. Oh my God. Puis moi, chaque été, on allait à New York. On avait nos cousins là, puis tout, puis c'était comme puis tout le monde est noir, puis t'es juste comme, yeah! Comme, tu sais, c'est fun, c'est pas bizarre, tu vois, à la télé des personnes noires et tout. Versus ce qui est en français ici, les émissions québécoises, essaient de trouver quelqu'un de couleur, même pas noir, de couleur. Essaient de trouver quelqu'un de couleur jusqu'à maintenant. Et j'ai grandi sur les émissions québécoises. So, j'ai grandi le dimanche, j'écoute Star Academy, les Ramdam, les affaires comme ça. Puis, même là, il y a ce disconnect qui arrive. Quand t'as des affaires comme Netflix, comme HBO, maintenant tu peux choisir qu'est-ce que tu t'écoutes. Pourquoi tu t'écouterais de la télé québécoise? Genre, pourquoi? Genre, what was the reason? Genre, il y a aucune raison pour toi de juste rester là puis de regarder des images qui te reflètent pas. Fait que j'ai vraiment l'impression que on se déconnecte vraiment beaucoup de l'identité québécoise. On est juste comme ça, aucun lien avec nous. Même si, en réalité, les codes qu'on connaît, genre, c'est des codes québécois. On est allé à l'école québécoise. Tu m'envoies en Haïti, je suis comme, I'm lost. Je peux pas vraiment relate. Je peux pas comme, j'ai même mes valeurs sont pas pareilles. J'ai vraiment les valeurs québécoises. Mais je vais plus être comme, non, moi, je suis haïtienne. Moi, je suis canadienne. Je vais vraiment regarder aux États-Unis. Puis ça fait que même dans nos luttes antiracistes, sont très américanisées. Fait que quand les Québécois parlent de comme, à un moment donné, c'était juste genre, toutes les pancartes sont en anglais, whatever, dans les protestes. Mais OK, mais c'est parce qu'il n'y a pas de discussion comme disponible pour les jeunes, pour qu'ils connaissent le langage. Parce que il y a des discussions antiracistes dans les Caraïbes, il y a des discussions antiracistes en France, mais c'est tellement loin. Comme nous, on est dans une marée anglophone, c'est tellement loin. Que c'est le Canada anglophone, c'est Toronto, c'est comme les États-Unis. Fait que c'est sûr qu'on va parler anglais. Puis je pense que la même façon que l'anglais, dans le fond, c'est la langue de pression pour les Québécois, c'est la langue un peu d'émancipation pour nous, même si c'est une langue de colon à the end of the day. Mais je pense que c'est vraiment ça qui se passe dans notre tête. Puis c'est vraiment bizarre parce que les premiers Haïtiens, puis Dany Laferrière, shout-out à Dany Laferrière, dit ça à un moment donné, il est comme, quand je suis partie d'Haïti, comme il y avait ce débat créole-français. Donc, rejeter le colon comme le français pour vraiment être immergé dans la culture noire, le créole, puis vraiment parler créole. J'arrive ici, le français, c'est la langue qui est marginalisée, puis maintenant, c'est l'anglais qui est comme c'est l'anglais qui est
le méchant. Fait qu'il était comme, est-ce que je défends mon ancien colon ou le nouveau colon? Fait que c'est tout ça qui est arrivé. Puis je pense que nos parents ont décidé de s'identifier aux Français juste parce que ça les avantageait. Puis ça faisait, comparé aux autres immigrants, c'est comme, oh, nous, on parle français, on peut rester ici. Mais nous, on est juste comme, je parle dans tout ça, comme je vais pas m'identifier. Fait que c'est vraiment ça, en gros, par rapport aux Haïtiens au Québec. Menant maintenant à la crise de taxi, c'est une des grosses batailles qu'il y a eu au Québec. Donc, la crise de taxi qui s'est passée dans les années 80, c'est quand il y avait plusieurs Haïtiens qui, dans le fond, qui sont rentrés dans l'industrie de taxi. Donc, les usines fermaient. Donc, tout ce qui est textile et tout, manufacture fermait. Les femmes se sont tournées vers les jobs domestiques et les hommes se sont tournés vers le taxi. L'affaire, c'est que il y avait peut-être 800 à 1500 chauffeurs de taxi noirs. Juste 40 étaient anglophones. Le reste était haïtien. Sur les 15 entreprises de taxi qu'il y avait à Montréal, juste 5 voulaient engager des Noirs. Les 10 autres refusaient d'engager des Haïtiens. Les clients demandaient quand ils demandaient un chauffeur de taxi, des fois ils précisaient on veut pas d'Haïtiens. Je veux pas de Noirs. Les Haïtiens vivaient beaucoup de violence de la part des chauffeurs de taxi blancs qui les intimidaient, qui les frappaient, de la part de la police qui les donnait beaucoup de contraventions puis qui n'intervenait pas quand ils se faisaient attaquer, de la part des clients qui étaient violents envers eux. Puis il y avait aussi des rumeurs qui partaient comme ils sont pas propres, ils savent pas où aller, et tout et tout. Je veux juste vous rappeler qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient chauffeurs de taxi que en Haïti, c'était des gens qui avaient comme des postes formateurs dans les écoles et tout. Fait que c'est des gens, on peut dire, quote-unquote, instruits. Fait qu'il y avait beaucoup de cette bataille. Il y a un documentaire qui s'appelle Haïti, puis je pense que c'est de Tani Rached, que vous pouvez regarder sur le ONF, c'est gratuit, puis qui parle un peu... Dans le fond, ils filment, puis les Haïtiens parlent de leur expérience. Puis il y a beaucoup de clash entre les Haïtiens et les chauffeurs de taxi blancs. Puis les chauffeurs de taxi blancs étaient comme comment c'est pas normal que vous venez d'arriver ici, puis vous êtes chauffeur de taxi, vous connaissez même pas la ville et tout. Puis les Haïtiens étaient comme c'est de la topographie, it makes sense. C'est des gens qui sont déjà instruits, comme qui savent, ça leur prend pas du temps pour apprendre des affaires, mais c'est comme il y avait tellement de discrimination, puis non seulement verbal, mais aussi physique. Yeah. Fait qu'ils se faisaient attaquer, comme il y avait beaucoup de violence, puis ça fait en sorte qu'ils se sont révoltés. Ça a fait en sorte qu'ils sont comme, OK, ils ont fait une association de chauffeurs de taxi haïtiens, ils ont demandé des revendications, des droits de la personne, puis à la fin de cette bataille-là, ça a fait en sorte que non seulement les chauffeurs de taxi haïtiens ont gagné des droits, mais ils ont gagné des droits pour tous les chauffeurs de taxi. Fait que la bataille que eux ils ont menée a vraiment servi à tout le monde parce que les chauffeurs de taxi, as a whole, ont eu plus de droits. Et ça arrive souvent dans les histoires des Haïtiens. Ils font quelque chose, puis ça avantage tout le monde. On est vraiment ancré dans l'histoire québécoise, mais on est juste vraiment effacé. Puis je pense que ça fait en sorte le fait qu'on comprend pas la bataille qui était là avant, on peut pas s'identifier, on peut pas s'enraciner, puis ça nous crée ça crée des problèmes d'identité, puis ça crée aussi quand on parle de bataille antiraciste, elle va être américaine. C'est ça qui fait qu'elle est américanisée, dans le fond. C'est pas parce que le racisme n'existe pas là, c'est pas parce que c'est un problème américain, c'est parce qu'on sait même pas comment la verbaliser, on sait pas ce qui s'est passé avant. Et il y a eu toutes ces choses-là. Puis là, il y a eu aussi d'autres batailles du côté anglophone que je vais laisser Titi go on with that. Yes, so great work on what you just presented. Comme tu m'as appris des choses, like real shit. Yeah, so there were a lot of race-related issues and fights that were being held by Black people that we obviously don't talk about when we're talking about the history of Montreal and the history of Canada. One of these was the Concordia computer riots that happened on January 29, 1969. So it was years ago. So basically what happened, and it was a university that is now part of Concordia. I think it was the Sir George University. Ouais, c'est un pavillon.
No. Yeah. Yeah. So it's now part of Concordia University. So what happened was that in 1968, in May of 1968, there were 6 West Indian students that were part of the classroom of Professor Anderson that accused him of racial bias when grading them, because all 6 of them believed that the grading that they received was far lower than what they deserved, and they believed that it was due to the racist beliefs of Professor Anderson. And they had multiple reasons for thinking that he was racist. First and foremost, we were in the 60s, not the most anti-racist time. And also there was a really, really small majority of Black people, especially Black people from the Caribbean. And another thing is that they have specific examples. Like, for example, one of the 6 students said that there was a classmate of theirs that was a white classmate that had a Black lab partner and copied the work of their lab partner word for word, but got a higher grade. He handed in his assignment late, did not get any late points taken away from him, while his Black counterpart, who actually did the work, got a lower grade and got late admission points removed. So just things like that. Professor Anderson would refer to all of the students by their first name, but call the Black students Mr. So things like that obviously led them to believe that there was discrimination involved, and they wanted to simply just get to the bottom of it, understand where the reasoning for the low grades that they received was from. So they made complaints to the principal. And eventually, they waited for action to be taken, and action was not taken. Eventually, they went back to the principal to ask, what happened with the report that we made. The principal said, I don't really have your report. Can you check with administration? They checked with administration. Administration said, hey, I think it's kind of got lost in the mail. So all to say that basically no one really gave a fuck. Like, no one really took their demands seriously, and they began to do like really peaceful sit-ins and discussions and silent protests here and there. But eventually they really got frustrated when nothing was happening, no change was being done. So in January 29, 1969, and that's months later, because remember, this whole incident happened in May of 1968. So they stood quietly waiting for something to be done for all of this time. It's eventually when they really couldn't take it anymore, and they saw that the school just really turned the page on this issue, that they said, okay, we need to take matters into our own hands. They all around 400 students went up to the computer lab, which took up basically the whole floor, and stayed there and they refused to leave and wanted the university to meet their demands, and the university was complying with them. They were negotiating with them, and it seemed to go well because the students were not disruptive. They were simply just locking themselves in the computer lab. Like, they weren't really doing much, and with good reason, because that was the only way to kind of get the university's attention. All of their peaceful sit-ins and protests weren't really getting anywhere. So that happened, and the university seemed to kind of be cooperating with them, and that happened January 29th. And then February 11th, the university just said, you know what, screw it. We're taking the side of Professor Anderson. We believe him. He was not racially biased. You guys are doing too much. Let's call the cops. So now they included law enforcement into that. And if you guys think the police is violent now, you'd have no idea how it used to be in the 60s. So obviously the students understood that basically meant war. So now when they understood that law enforcement was on its way, they completely barricaded themselves in the computer labs and then began to throw away computer punch cards out of the window to kind of show like, we're not leaving. And as a sign to show you that we are now understanding that this kind of means war, we're going to throw out the computer punch card. There were thousands and thousands of punch cards outside. The police basically arrived, and after some time, the building was set on fire. And obviously the students now had to leave because they were not going to get engulfed by flames. While they were leaving, they were being harassed, beaten by police, arrested, and at the same time, the crowd outside was chanting, "Burn niggers, burn! Burn niggers, burn! Burn niggers, burn!" They were chanting this to the students. About 1,000 students got arrested. Eventually, not many of these cases went to court,
but a couple of these students did go to prison, and one of them actually got deported back home. But God's timing, I swear, he became prime minister of Dominica, just crazy. But yeah, that happened. And to this day, there's no specific proof as to who started the fire. The students are obviously, as late as 2019, one of the students recently in 2019 said, listen, we did not start the fire. Why would we start a fire when we're barricading ourselves in the school? Which, anyone that can sit down and, use critical thinking would understand that would make absolutely no sense. Even if you had this great idea, that there's a great risk of losing your life. And I don't think that was what they were intending. And there were students that were outside during this whole, debacle that reported seeing the police officers locking security doors and fire exits. So a lot of people assume that it is the cops, but to this day, the investigation stopped a long time ago, and people kind of forgot about that. But that was a really, really big part of Black Montreal history. Actually, not even Black Montreal, just Montreal history, Canadian history. That is a big part of it. That was a riot, and there were around $2 million worth of damages, and that is not talked about. I believe a couple Concordia students must know about it, because I think it's sometimes brought up on the website, whenever it's the anniversary. But OK. Sur le site de Concordia, il y a genre une page. I mean, if you do some crazy digging, and I don't think people just chill on Concordia's website on a daily basis, just trying to kind of find the news of the day. But this is something that we all should know. This was a big part of of history, and also that was a time where there were a lot of activism happening, Black people rising up, especially in the United States, and that was a time where people were speaking up here as well, revolting, choosing to risk, being deported. The students got deported. Students went to jail because they were so strong on standing their ground and fighting against racism. And that teacher definitely kept teaching there. Nothing happened. And everything kind of went back to normal, but it was not normal for these Black people that completely got their issue disregarded, and it's still disregarded to this day because we don't talk about it, and it's really unfortunate because we as Black Montrealers period should know about our history. Mm-hmm. Yeah, c'était le 50e anniversaire en 2019 des Computer Riot. 50 years, guys. 50 years. And a lot of these people are still alive. So they're still alive. Ils sont vraiment vivants. Actually, les gens, ils ont fait, mais pas Concordia, mais des gens à Concordia ont fait de la commémoration. Puis j'ai fait une partie parce que c'était comme un projet de classe. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient au Computer Riot qui sont venus là, comme ils sont très vivants là. Très vivants, très walking, très genre, they can go grab a coffee at Tim Hortons. Ils peuvent t'expliquer qu'est-ce qui s'était passé. J'ai rencontré du monde qui étaient là. Ouais. Il y avait une femme juive qui expliquait qu'elle avait 19 ans dans le temps, puis comme elle était là en soutien. Yeah, there were a lot of white people that were protesting as well, because it was around 400 students, and obviously at that time there were not 400 Black people in that school, so it was there are a lot of white people that were standing in solidarity as well. That's why I'm saying it's not just Black history, it's really Canadian history. It's really Montreal's history. There are a lot of people that have participated in that, or that have witnessed that situation. It was filmed. Come on, we don't talk about that. C'est le plus gros proteste Literally canadien. The biggest. La plus grosse manifestation d'étudiants canadiens. Yeah. C'est nul, on l'apprend pas. They stood there for days, and where are the news articles? Where is that? We completely, but that is, Quebec's way of concealing anything that shows that there is racial inequalities. So that's why now people are so comfortable saying systemic racism is not real. Mm-hmm. And another aspect of systemic racism, another byproduct of the system is gentrification. So gentrifying Black neighborhoods, basically destroying Black neighborhoods, destroying Black homes. Let's get into that. OK. Gentrification, en français, c'est embourgeoisement. I learned something yesterday. Mais dans le fond, moi, j'ai parlé brièvement vraiment de Montréal-Nord parce que la gentrification commence là.
c'est vraiment pas établi. Ben, c'est vraiment pas établi. L'affaire qu'il faut comprendre quand on parle de gentrification, comme tu t'as dit, c'est vraiment une destruction d'un quartier. Fait que c'est vraiment... des gens arrivent... des gens arrivent, des personnes blanches, surtout des personnes avec plus de ressources. Les gens, like, we ain't do that. Like, we ain't never do that. Like, vraiment, arrivent dans un quartier, puis ça fait en sorte que quand ils arrivent, les prix des loyers, surtout les prix des logements montent. Puis les gens qui vivaient là déjà parce qu'ils avaient moins de revenus, ben ils peuvent plus se permettre de payer le loyer. Puis ça fait en sorte qu'ils partent. Si vous voulez apprendre plus sur la gentrification, pour de vrai, je vous suggère de lire le livre de Peter Moskowitz qui s'appelle How to Kill a City, parce qu'il parle vraiment de comment la gentrification, c'est intentionnel. C'est même pas un truc qui se passe par accident. Puis souvent, quand tu vois des gens qui commencent à arriver dans un quartier, c'est pas le début de la gentrification, c'est la fin. Parce que c'est déjà planifié. Comme la ville a déjà dit comme, bon, je vais faire un cob ici. Soit il y a des compagnies qui arrivent ou ils veulent créer des condos. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est des condos. Des condos. Like, des condos. We don't have enough, you know. Fait qu'on en fait. Puis là, ça attire. Puis là, depuis que tu vois un Starbucks commence à pop-up. Moi, je sais le jour. Bitch, je te jure. C'est toujours le Starbucks. Quand tu vois un Starbucks, t'es comme, OK, it's about to get real. Ouais. Le jour... Quand tu vas dans un quartier, le jour où un Starbucks c'est pop-up, dead. c'est fini. Just move out. Like, just move, because they're gonna evict your ass. Like... Parce qu'ils sont pas là. Je vous dis qu'il y a zéro Starbucks ni à Montréal-Nord, ni à Rivière-des-Prairies. Le jour où je vais voir un Starbucks pop-up, je suis comme, OK, mais c'est fini, on a fini. Là, comme ils nous ont dit, foutez le camp. Yeah, just pack your bags, because it's gonna be a condo next door tomorrow. Starbucks are for white girls. Fait que si c'est là... c'est là. We say with our Starbucks drinks. Wow. Avec les Starbucks drinks, yes, ok. Mais c'est vraiment ça. Donc c'est intense, c'est quelque chose qui est intentionnel. C'est vraiment quelque chose que ça aide les villes à faire de l'argent. Il y a des villes qui vivent juste de ça, de la gentrification, pour de vrai. Ça aide des villes à faire de l'argent, mais ça pousse le monde dehors. Puis c'est vraiment violent, là. Comme, on devrait tous avoir le droit au logement. Si tu pas logé, comme t'es sans-abri, là, comme ça, that's the next step. Fait que c'est vraiment, vraiment violent. C'est pas juste, les Blancs arrivent. C'est vrai. Il y a beaucoup de... They coming. They coming. Ça veut dire... aussi des gens qui comprennent pas notre culture, fait que des gens qui vont sûrement appeler la police si tu fais un barbecue et tout, puis ça fait plus de tension raciale. It's not cute, it's not good. Fait que la gentrification, comme ça arrive, il y en a à Montréal aussi. Il y a beaucoup de quartiers qui étaient soit très noirs ou très vraiment comme diversifiés, qui deviennent de plus en plus blancs. Et tu le vois quand les prix des logements augmentent. Un des quartiers qui c'est arrivé, c'est Parc X. Oh yeah. Parc X, guys, is not the same. Je pense que... Est-ce que l'Université de Montréal a fait un... Ouais. L'Université de Montréal, je pense qu'elle a fait un pavillon. Ouais. Là, puis il y a plein d'étudiants qui sont venus. C'était comme, genre, en 2018, je pense, quelque chose comme ça. Comme vraiment récent. People were forced out. Out. Yeah. Comme c'est vraiment comme l'Université de Montréal a fait un pavillon, puis les étudiants sont juste venus en rafale. Il n'y a jamais assez de pavillons d'Université de Montréal. Il y en a jamais assez. Je te promets. I feel like I'm gonna wake up one day, open my fucking window, puis il y a un autre pavillon, un pavillon devant chez moi, genre. I don't understand, like... Puis ça a vraiment fait, comme les prix ont monté, puis ça a vraiment fait qu'il y a beaucoup de gens qui doivent comme partir. Comme, puis c'est pas... C'est bizarre parce que la gentrification, ça t'est toujours présenté comme une amélioration de quartier. C'est toujours, we're gonna make it better. We're gonna make it, like, nicer. Il va y avoir plus de fleurs. Mais c'est pas pour toi, comme... c'est pas pour les habitants qui sont là parce que they didn't give a fuck. Comme 2 years ago. Mais c'est genre, maintenant qu'ils ont un plan que comme, OK, il y a comme Jean-François arrive, Sarah, Mélanie, comme on va faire comme si we're gonna make it cute. Fait que c'est toujours advertise comme un plus,
Fait que si tu sais pas c'est quoi la gentrification, tu comprends pas pourquoi les gens se plaignent. On fait en sorte que votre quartier est plus beau. Pourquoi tu te plains, genre, pourquoi tu parles quelqu'un, mais je vais plus payer mon loyer. Je vais plus payer mon loyer. Ouais. Puis, écoute, on va mettre à la porte. What? On va mettre à la porte. Ouais. C'est vraiment ça. Like, I have an eviction notice on my door. Like, on my door. Right now? Like, I have 30 days to get the fuck out. Like, I don't give a fuck about these flowers, my nigga. Like, I need to go. Like, I have no home. I'm homeless. Home. Like, what? I have no home. Puis, fait que c'est vraiment des trucs comme ça. C'est vraiment des trucs comme ça qui arrivent dans le livre dans le fond de Peter Moscovitz. Il parle de comme 4 villes. Il parle de New York, il parle de San Francisco, il parle de Détroit, puis il parle de New Orleans. Puis la façon dont ça arrive, c'est tellement fucked up. Donc, après Katrina, en New Orleans, exemple, genre, tout le monde on a déjà parlé dans l'épisode, fait que tout le monde est erased. Puis là, après, c'est comme, on va reconstruire la ville, on va la faire meilleure. Mais c'est pas pour que les Noirs reviennent, though. Like, not y'all. Like, y'all can stay out. Yeah. Y'all can stay Thank out. God for the hurricane. Thank God, oui. Because niggas is out of here. C'est ça, genre, il disait comme... Mais c'est il disait que c'était une bonne chose. Il disait que c'était une bonne chose. Comme it's all good. Yeah. Comme ça, on peut refaire notre ville. And like, there's no niggas. Yeah. Et à un point que les gens ont move out, mais quand ils voulaient revenir, on leur disait non. Yep. On disait, like, don't come back. Yeah. C'est genre, ils appellent comme, j'aimerais revenir ils sont comme, non, like, find another town. Parce qu'ils ont d'autres plans. They overpopulated Houston because literally all the black people had to go to Houston and things like that. So, ils sont comme, non, reviens pas. That was the plan, actually. So, c'est vraiment un peu le même vibe. Comme quand ils font quelque chose comme, tu sais, ils ont... Parc Egg, c'est sûrement que ça fait des années qu'ils savent que l'Université de Montréal veut faire un pavillon. Comme ils savaient qu'est-ce qu'elle allait arriver. Genre. Puis les gens qui en écopent, c'est les gens qui étaient là puis qui avaient, tu sais, ils ont juste ça. Écoute, ils ont un loyer. Ouais. C'est ça ils ont un salaire, c'est ça qu'ils peuvent afford. C'est la même chose avec les thrift shops. Quand comme bitch. Yo, I'm poor for real. Yo, like for real. Like I'm broke, nigga. Like I really need this like $7 shirt. Mais de plus en plus, ça devient un trend. Ouais. De plus en plus, ils montent leur prix, puis là, t'es juste comme, sis, H&M is right there. Tu comprends? It's right there. Moi, j'ai actually besoin du shit à $2. Comme vague, genre. Puis t'es là. Ouais. Ça fonctionne pas. Ouais. Fait que c'est un peu le même concept. Puis à Montréal-Nord, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Si vous rentrez, je pense que c'est P9, il y a une grosse pancarte qui dit « Bienvenue dans le nouveau Montréal-Nord ». Oh my God. Et ils ont commencé à planter des fleurs. They love them some damn flowers. Yeah. That's for damn sure. Comme ils ont mis un architecte sur l'affaire et tout. Ils plantent des fleurs. Il y a une grosse roue qui sert à fuck all. À chaque fois que j'ai cette roue, je suis triggered. Je pense que c'est un architecte français, whatever. Puis ça a coûté $1 million pour... God damn. $1 million. Because schools didn't need funding. Right. The school didn't need that funding. Comme ils ont mis une roue, là, comme juste avant que tu montes sur le pont. Puis ça s'allume même pas ça s'allume pas la nuit. La roue ne tourne même pas. Oh je sais pas. Ils ont mis une roue. Elle tourne pas? OK. Elle tourne pas, tu peux pas monter dedans. What? Elle s'allume pas, Agi. What? Ouais. Elle est juste... Puis c'est pour l'embellissement de Montréal-Nord. Puis c'est... I need to check a picture of that. Yo! À chaque fois que je passe devant cette rue, je suis comme, à quoi ça sert? What the fuck? $1 million pour la roue, en tout cas. Shout out à l'architecte français qui sont venus pour faire ça, mais yo. La belle petite roue. Mais c'est ça. Fait qu'ils présentent vraiment... Ils présentent vraiment comme si renouveau de Montréal-Nord. Puis on sait, we know for a fact that they don't give a fuck about people that live in Montreal-Nord. C'est pas comme si they care. Comme j'ai dit, la transportation est vraiment difficile. HB est vraiment loin. Comparé comme avec le reste de Montréal-Nord, il n'y a pas d'accès. C'est pas comme le centre-ville où il y a comme une station de métro à chaque 3 coins de rue. C'est déjà très, très, très difficile d'accès. Et watch them making things accessible now. Like, watch them comme créer, allonger les lignes, ouais. Mettre de nouveaux bus et tout. Mais c'est comme,
OK, mais les gens qui sont là puis qui peuvent vraiment juste afford ce loyer-là, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Comme, on les migre où? Comment on les met où? Genre. Puis, fait que ça commence même... dans le fond, la librairie Racine, shout-out à la librairie Racine, on avait fait on avait encouragé leur GoFundMe il y a quelques semaines. Fait que c'est une librairie black-owned, shout-out à Gabriella, qui, dans le fond, 95% de leurs livres, c'est d'auteurs racisés. Puis, dans le fond, elle a ouvert à Montréal-Nord vraiment intentionnellement parce que c'est les gens qui, comme elle veut leur donner accès à ça. Puis elle a eu tellement de problèmes avec le propriétaire, avec le loyer et tout. Elle a vraiment struggle. Elle s'est battue pour rester, mais elle devait bouger. Comme ça fonctionnait pas. Maintenant, ils sont à Beaubien. Shout out to them stills. Mais c'est comme ça commence, genre, on commence à struggle comme les gens qui sont là, qui ont grandi là, puis qui veulent faire du bien pour la communauté doivent move out. Puis là, ça va être, like, give them, like, 5 years. Give them 5 years, puis ça va vraiment être comme une autre, complètement autre quartier, la même façon qu'ils ont fait pour PAC-X. Puis qu'est-ce qui se passe avec les gens qui vivent là? Yeah. I don't know. Il n'y a pas de plan d'évacuation. Yeah. So, ouais. And you, Titi? So I'm going to talk about the gentrification of Little Burgundy. Now, Little Burgundy Bergs, a lot of us know Bergs. It's a neighborhood in the Southborough. It's a neighborhood in the Southborough city of Montreal. Yeah, so Bergs has a big history, and it actually has a big part of not only Montreal's history, but Canadian history. The contributions of the Black Montrealers that lived in Bergs is so slept on, and it's literally... I would say at least like a quarter of what happened for Black Canadians in Canada and what Black Canadians have done. And it's really, really sad because growing up, I remember Bergs was a crime-ridden area. And I didn't know much about Bergs. I just knew that don't go to Bergs, you're gonna get shot. Like, that's all I knew. And then now it's become this bougie ass, Griffintown ass, fucking cafe ass, like, let me walk my fucking, Chihuahua ass, like, neighborhood. Like, it's become something so different. And, I looked into the history of Bergs because there is such rich history, and Bergs used to be something completely different. And I think, especially for the Black people that are still living in Bergs, it would be good for them to know kind of where all of this started. And it's good for all of us as Montrealers to know what happened in Bergs and how the city basically destroyed any sense of Black belonging that was there a couple of centuries ago. So after slavery was abolished in 1833, the Black slaves were obviously freed. That does not mean that they were free from racism, obviously, because it's not because you're now a free slave that you can find all the jobs in the world, right? So most jobs were not looking for Black people. A lot of them were not educated. A lot of them didn't have the credentials that their white counterparts had. As you can see, white people already had like a way big leg up in a lot of things. They had so many more advantages back then and still now. So Black people were left with low-income jobs, like really, really low-paying jobs, like shoe shiners and things like that. But one place that they were able to find employment was in the railway industry, so creating railroads. And that's where a lot of freed Black Canadian slaves, Montrealer slaves, were working. They were working for the railroad industry, and that was a big part of Canada's economy because that's how we were able to, get goods and, things transported. So they were they were contributing to the economy in really, really big ways by working in that industry. So they worked in the railroad now known as the Canadian National Railway, and then they settled in the Faubourg of Saint-Antoine, which is now known as Little Burgundy. So that's where they were located when they were working for the railways, and
slowly but surely, Black slaves escaped from the U.S., came through the Underground Railroad. Shout out to Harriet Tubman. So they came through the Underground Railroad, wanting to escape, the plantations in the United States, and a lot of them, like you said, came to Nova Scotia, and many of them also came to Montreal, and again, could not find jobs anywhere else. We're also working for the railway industry, and have also located to Saint-Antoine, again known as Berg. So now the Black community was, slowly but surely, getting its little groove on, and it was growing a bit. And then in 1870, the railway industry basically said, look, we're looking for people. We're looking for sleeping cart porters. We're looking for waiters. We're looking for cooks. And they were looking for Black men specifically, because at the time, obviously, women's rights were not really popping. And, women were mostly not used for those types of positions. So they were looking for men. So more Black men came from the United States and immediately went to get these jobs as waiters, as, sleeping porters and things like that, working for the railway industry. They needed housing. Obviously, it was hard to find housing in Montreal. The only place that they were able to find housing was in Saint-Antoine. So a bunch of them decided to go live there. The Black community grew even more. Now, obviously, these Black men came from the United States. They left family there, and their wives and girlfriends were like, I want to see my mans. Like, I want to see my boo. What are you doing? What are you doing up in Montreal? Like, up in them railroads. Like, let me go see my boo. So a lot of them came to Montreal, got the kids, got the grandmas, got the aunties, families moved here. Where did they move? Saint-Antoine. Again, Saint-Antoine is now what we know as Bergs. So now the Black community was fucking booming, bitch. Like, the Black community was like doing its thing. They were contributing to the economy by working for the railway system. And now they were like, okay, we're a big community. Let's work on community building, because we live in an area, we live in a place where we're not really welcome elsewhere. We're a pretty big community. Let's work towards, making the community stronger, coming together, helping each other out. There are a lot of local Black businesses in Montreal that have been there for a really long time that were not able to get customers from white. They were not able to get white customers. Obviously, racism. So what did they do? They went and relocated to Saint-Antoine because that's where all the Black people were at. So it was a win-win for the residents of Saint-Antoine because they were able to have Black businesses that were finally not going to treat them like shit. And then the Black businesses were finally able to get fucking customers. So they moved there too. So now Saint-Antoine had Black businesses and, there were Black workers and all of that. Poppin'. So now they're like, let's work on community building. Let's try to start organizations. So in 1902, the Colored Women's Club started. The Colored Women's Club started because Black women were completely excluded from women groups, because white women. It's just... So they were completely excluded from, white women groups. So they had to create their own kind of women group. That group, taught it was, to teach leadership, to bring psychological aid. They started fundraisers for like clothing and housing and, food. It was really, really to help the community. And then 5 years later, in 1907, the Union Congregational Church was founded. So the UCC. So just a couple years later, like they were really busy. Like they were doing a lot for the community. 5 years later, the UCC started because the Union Congregational Church started because obviously at that time, a lot of Black people were incredibly religious, but they were not really welcome in white churches. Again. So they used like church basements, like hallways to have their places of worship. So they created this organization to give Black people a collective place to pray, to, have their Bible studies, to have all of that together as a community. So that was started in 1907. Now in 1919, the West Indian community of Saint-Antoine formed the Universal Negro Improvement Association. And that was to help express Black pride, to teach about Black history, to teach about Pan-Africanism, to teach about Black entrepreneurship, how to start your business. So the West Indians was on that. So it was just everyone was doing their thing. In 1927, the Negro Community Association was launched to kind of help racial advancement in Montreal. So the Negro Community Association was in 1927. So
that was going well for them, all of these associations. On top of that, Saint-Antoine was the entertainment center of Montreal and in Canada, period. Tourists from everywhere came to Montreal and came specifically to Saint-Antoine to have a good time. There were the best jazz clubs in the city, in the country. Like, it was the main center to have a good time. Alcohol was soaring. People were turning up. The best clubs stayed open till 7 a.m. Yo. It was crazy. You had so many jazz artists that emerged from there. To this day, Montreal is like in the top 3 jazz centers in the continent, with Chicago and New Orleans. Like, Montreal was the place. And to the point where the Black community of Saint-Antoine was bringing in millions in taxes to the economy just based off alcohol, off of alcohol. People would come to get drunk here, to turn up, and to the point where Canada Dry, it started from an expression of Americans saying, we gonna drink Canada dry, like we gonna drink it dry of its liquor. Like, they turned up. They turned up, turning up. And it was Saint-Antoine. It wasn't it was Saint-Antoine. It was the Black community that, introduced the country to jazz, because we had Black people from all parts. We had Black people from, it was really diverse, and it was a huge community. All of that came crashing down between the 19th and 20th century, when the city decided to merge the faubourgs of Saint-Antoine and Saint-Joseph together and, dump it in a city. In a little neighborhood, we're going to call it Little Burgundy. So now we're lacking space, right? And then they decided to have all of this urban renewal in Little Burgundy. So now a lot of Black people had to relocate. They had to move out of Little Burgundy. They had to move out of Bergs. The organizations were slowly fumbling and crumbling. The Great Depression happened after that, and then a lot of Black Americans just could not make it. The Black Canadians just could not make it, and a lot of them that were from the United States went back to the States. So it was just becoming a mess. A lot of people were being evicted out because, like I said, gentrification slowly but surely happened. And what's so crazy is that the organizations were crumbling. But one thing that I just need to point out, because I fell the fuck out when I read this shit. So the Negro Community Association, right? The Negro, please remember, it says Negro, the Negro Community Association was, parce que je veux juste que tu comprennes ce que je veux dire, okay? Comme il faut que tu comprennes où je m'en viens. In 1927, the Negro Community Association was founded. After all of this, let's merge the communities together and let's do all this urban renewal and let's evict all these Black people out. The city decided to merge the Negro Community Association with a white community center. Why? I do not know, because it is the Negro Community Association. So they decided to merge it with this random white community center. I didn't even remember the name because that's how random it is. And they merged it together, and then what did white people do? Obviously, they dipped their toes into that and then started to become affiliated with the Negro Community Association, to the point where at a certain time in the 50s, it was for a significant period, girl, the Negro Community Association was made up of 50% white people. Ouais, non, ils abusent. Comment, même genre, I don't know, like, comment tu te sens? Genre, like, I'm part of the Negro, like, en tout cas. So, girl, when I read that, I was like, are you serious right now? Like, are you serious? This is what they built themselves from the ground up with no help, with no assistance. They decided to make the community better. They had a mission. They had a goal for Black Montrealers. And then after that, slowly but surely, in 1987, Anthony Griffin, 19-year-old unarmed Black kid, was killed by the police. Police shot him dead. He was unarmed. There was no reason to kill him. He was shot dead. So that started a lot of racial tension between the police and the people of Bergs. So obviously the people were upset, visibly upset. They were already sick and tired of all of the new changes that were happening to their neighborhoods, people moving out. So they already had this built up frustration. And on top of that, now you want to kill innocent kids. So then there was a lot of violence that erupted from there. The cops believed that the best thing to do was to increase the cops in the neighborhood. So now Bergs was 24-hour cop patrol after that, and then more unarmed killings of Black men. What I found was Black men that were killed in Bergs.
So that, and then now Bergs became this crime-ridden place. And mind you, before the police decided to fuck shit up, Bergs was pretty peaceful. It was pretty peaceful. And growing up, I only knew Bergs as being this crime-ridden place. And I would have never thought that Bergs, the same place that I'm hearing, don't ever go there. Like when I was in high school, you know, tous les jams et tout, c'était tout à Bergs et je pouvais jamais y aller. Comme je pouvais juste aller dans les jams qui étaient comme pas dans ce coin-là. Comme I was not like, je me rappelle, c'était genre comme, yo, Titi, comme, non, boogie. I was like, I'm not allowed to go. Like, it's Bergs, bitch. I'm gonna get shot. Like, that's how bad it was. But it's like, to think that the place that I was so terrified of was once a place of community building, it's incredible to me. And by 1996, Bergs, which was formerly known as Saint-Antoine, once held 90% of the whole Black population in Montreal. Damn. By 1996, it was only 2%. Dang. 2%. 90%. We go from 90% to 2%. Ça, c'est fou. Ça, c'est un peu fou. Ça, c'est fou. That's like violent. That feels intentional. That's violent. Yo. And for me for people to say it's, you know, increasing the property value to bring to help the economy, I can't help but to think, weren't they helping the economy before when they were left alone? Mm-hmm. Like weren't they not helping the economy? They were all working and they were bringing tourists in. They were bringing business. Millions in taxes just from alcohol, like I think they were doing pretty good. Just say you want Black people out and go. Just say you want Black people out and go, and that you really don't care. And so that happened, and now fast forward to 2020, rent prices have increased to another level. Condos are everywhere. Tenants that have been there for decades, like this is like where my family is from, are forced to move out because they cannot afford rent. They're being evicted out. Black businesses that have located there for decades, again, because I told you that's where Saint-Antoine was, where Black businesses was thriving. They had to relocate because they could no longer afford to rent their spaces. So now it's replaced with these bougie ass cafes, these little, you know, these, I don't even know. Now it's Griffintown here and this, and I've seen Bergs transform and within a couple of years. Mm-hmm. So I can't even imagine what it used to look like before. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que quand je faisais la recherche pour quand j'ai fait la recherche pour la commémoration du Computer Riot, vu qu'il n'y a pas tant d'affaires ici, il fallait aller dans les archives. Mm-hmm. Il fallait que j'aille à McGill dans les archives et tout. Il fallait que j'aille dans les archives de Concordia. Il y a tellement d'images de Bergs, il y a tellement d'images de... Il y a plein de festivals. Il y avait comme Afro Festival, il y avait même concours de Black Woman Pageant. Genre, puis tu vois des images, puis j'étais comme, who are these people? Puis c'est dans des archives, là. C'est vraiment comme, puis ils voulaient même pas que je prenne de photos. Like, they were like, so many beautiful Black women. Je voulais prendre des photos. C'est comme, vous avez pas le droit de prendre des photos. OK, c'est... Mais... All right, girl. Mais c'est... Fait que ça résonne vraiment parce que j'étais comme, I remember the pictures. Puis j'étais juste comme, this is crazy. Il y a même les programmes, puis tu vois comme qu'est-ce qu'il y avait, puis qu'est-ce qui se passait et tout. Et c'est vraiment intéressant que c'était comme, tu sais, dans les années 1900 au début, parce que en 1910, les parents de Malcolm X se sont mariés à Montréal. Fait qu'ils se sont rencontrés à Montréal. Je lisais la biographie de Malcolm X, puis j'ai vu ça, j'étais comme, the fuck? Wow. Like, I never knew that. Wow. Ils se sont rencontrés à Montréal, ils se sont mariés à Montréal, et ils faisaient partie d'une organisation comme contre le racisme et tout, une organisation de Marcus Garvey. Marcus Garvey, c'était un penseur qui pensait au panafricanisme. Fait qu'il pensait vraiment comme à l'unification des Noirs, like, globally. Fait qu'il y avait comme un center à Montréal. Puis les parents de Malcolm X étaient dans ce center, and then they decided to move back to Philly. Fait que j'étais comme, yo! Yeah. Comme, yo! Fait que quand tu parles de ça, je suis juste comme, this makes so much sense. It makes sense. Like the pieces connect. Like but we don't know about this rich history. Like so many organizations started in Bergs, in Bergs. Like Bergs is a part of Black Canadian history, period. It's such a big part of it. And
it's sad that their contributions to Canada is not mentioned. Their contributions to Montreal is not mentioned. All of the money that they've brought into this city is not talked about, and how they've helped the Black community elevate. Like, they've educated so many people, so much youth. These organizations were giving history classes on Black history. They were teaching Pan-Africanism. They were literally teaching them how to start their own Black businesses. And all of this was destroyed by white people. But obviously, this is not going to be brought up because it shows white people in a negative light. It shows that Black people were able to thrive on their own and were able to thrive and not be the delinquents and the thugs that you guys label us as. And try to understand, Bergs became crime-ridden once they started to implement all of these police officers in the neighborhoods and all. That's what happened. If you let Black people just be, and if you don't inflict violence upon us, maybe we could live the peaceful lives everyone wishes we lived. Like, y'all wish that too. Mais ça, pour de vrai, le crime augmente juste quand la police est là. C'est juste quand la police est là. Si la police est là 24/7, of course, qu'ils vont cut des gens. La raison pourquoi le crime est bas dans les quartiers blancs, c'est parce qu'il n'y a pas de police. La police, elle laisse tranquille. Ils sont jamais là. Ils sont toujours dans nos neighborhoods. Actually, you know, I found statistics on incarceration here in Canada. So per the 2016 census, Black Canadians comprise 3.5% of the national population, but made up 8.6% of the federal incarcerated population as of 2017. So this is not different from the United States either. So we literally have the majority of, like, a big portion of Black people that are currently incarcerated, and a lot of it is mostly, you know, due to over-policing these neighborhoods. Before Bergs was over-policed, you did not hear these stories about it being crime-ridden. Like, literally, the police destroyed Bergs. Gentrification destroyed Bergs. Like, white involvement destroyed Bergs, and all they were doing was living their best life. Like, that's literally all it was. And, you know, I find it so sad that I don't believe that Bergs could ever become what it used to be. And it's really sad, but... Tu parles, puis ça me fait non, vraiment parce que mal. comme, I like, tu sais, Nas habite proche de là, so, tu sais, I'm there often, puis genre, we've discussed this together, like, we were walking, tu sais, on marche près du canal de la Chine, puis on est juste comme, yo, what the fuck, man? Genre, c'est devenu quoi, genre? C'est devenu quoi? Comme, on est comme, elle habite à Saint-Henri, puis à Pointe-Saint-Charles, puis comme tout ce coin, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, it's just, what the fuck? I'm walking, and I don't even be seeing Black people, like, dead ass. Like, I really don't. And like, it's, yes, but granted, it's beautiful, but like, to what, like, what's the, like, to what extent are we willing to pretty up the city? Like, why is prettying up the city equal whitewash? Like, why can't we pretty up Black neighborhoods and just leave them as they are? Leave them back. It's sad, like, pour de vrai, tout l'été, on se promenait, puis tout, puis on checkait, puis on était juste comme, yo, what the fuck? Mais t'imagines? Comme, on était saisis, genre, on s'assoyait au parc, puis on checkait les gens, puis on était comme, bitch, where are the Black people? Like... Mais l'église qui est là-bas a pas été comme brûlée and they want to rebuild it. Est-ce que c'est Bergs? There's a church qui a été brûlée and they just left it. Parce qu'il y avait le community center and then the church burned for XYZ reason, mais ils ont jamais rebuild. Puis I feel like they want to push for the city to rebuild it parce que ça faisait partie de l'histoire du quartier. So it's just so sad. Pour de vrai, tu me parles, ça me dérange. This is systemic racism. This is systemic racism. Puis, this is racism. Like, this is violence. Tu sais ce qui est fou, c'est parce que maintenant, tu sais, il y a un booming de Black businesses et tout, mais c'est comme si dans notre tête, les gens qui étaient là never did that before. Yes. That's literally what it was. That's literally what it was. 90% of the Black population. Yo, heaven. Like, please, like, bring back segregation. Like, what do you mean? Like, non, mais pour de vrai, genre, c'est fou. Et t'as vraiment raison. We look at this as this new thing. Like, oh my God, Black businesses. Like, oh my God. Comme si personne n'y a passé avant, genre. No, like, they were really doing this shit before. They were doing this shit before. They were literally, they started
like, imagine they've started community organizations in a place where they were surrounded by, like, there were white people around them and they had their little community and they decided to focus on community building. Like, I don't know. It's just, it's so incredible, their level of strength, the fact that they didn't give up in the face of adversity, the fact that they were living in such a racist time and they still focused on building the community and educating the community on its history instead of being like, no, let's integrate, and no, like, let's try to forget about our history and let's try to just comply to the needs of white people. They said, no, we're going to teach y'all kids Pan-Africanism. We're going to teach you how to have Black businesses. The level of Black pride that was present in Birds Non, to j'ai have vu les it photos. completely Non, destroyed. Comme je suis vraiment, c'est comme ça appartient à l'école. It's ridiculous. Je sais pas pourquoi, but si vous voyez les photos là, there's just so many Black kids. À un moment donné, j'ai vu une photo de like all Black kids, puis c'est des uniformes de hockey genre. They're playing and stuff. But Black people invented hockey in fucking Nouvelle-Écosse. Like, hello, like. Yo, c'est fou là. Tu regardes ça, t'es juste comme, damn. Yeah. It's something. So this whole, and for people that are like, oh, we're now getting in this wave of consciousness of Black people being woke and stuff, please have respect for those that paved the way. Have respect. Have fucking respect. For those that paved. Ah, tout d'un coup, tout le monde est non. Bin. C'est tellement important qu'on sache ça, c'est fou. Okay, the next topics. Okay, we got carried away in this topic. Because I'm so and like, yo, that's no, this is good. So on veut parler un peu de la division entre Black, like anglophone Black Montreal, like francophone Black Montreal. Donc Montréal est très divisé. C'est vraiment fou à quel point Montréal est divisé. Puis c'est divisé très clairement parce que je viens de l'Est. Puis tu fais juste prendre le métro puis la langue switch. Trust me. T'es américain, t'entends déjà comme de l'anglais puis après down, like from there and down, c'est juste de l'anglais. C'est très 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 divisé puis les communautés noires sont vraiment divisées aussi. Fait que c'est vraiment comme les Haïtiens dans l'Est and like Black anglophones dans l'Ouest. Comme vraiment... c'est vraiment criant, puis on voulait vraiment se poser la question de why is it like that? Parce que pour de vrai, on gagnerait vraiment plus à juste link up que juste être dans nos coins. Puis à un moment donné, il y avait cette conversation sur Twitter, puis il y avait les anglophones étaient comme why don't we like talk? Yeah. Genre, c'est where does that come from? Puis les francophones étaient comme, yo, moi, on m'a dit que dans l'Ouest, like, les anglophones ne veulent pas parler avec moi. And I remember Miro was like, I thought like in the East, y'all don't fuck with us. It's like everyone was like, oh, damn, y'all don't hate us? Like, it's crazy. Comme d'où ça sort? Puis je me souviens quand, encore une fois, quand la commémoration, dans la commémoration du Computer Riot, où les gens sont très vivants. J'ai rencontré un Haïtien qui était là dans le temps back then. Il avait genre 17 ans. Puis lui, il expliquait que dans ce riot-là, c'était beaucoup les Noirs anglophones. Pourquoi? Parce que les Haïtiens francophones voulaient bouger. Eux, dans leur tête, ils allaient jamais rester à Montréal. C'est toujours une histoire de comme, on est là, mais on veut retourner dans notre pays, le temps que Duvalier, comme... get out. Nous, on retourne en Haïti. Puis si vous parlez à vos parents, il y en a beaucoup qui étaient comme... Ma mère a dit, je pensais pas que j'allais vous élever ici. Comme, it's really a thing de comme, on va go back, but we never did. Puis on est juste comme resté là. Ouais. Fait que, il était comme... On voulait pas trop se mêler à tout ce qui est comme révolution parce qu'on est comme, wow. Parce qu'on avait besoin du Canada pour overthrow Duvalier dans notre tête. Puis après, we will go back, puis aller en Haïti, puis juste comme vivre là et tout. But it never happened. Fait qu'on était juste stuck there. Yeah. And then like the racism et tout, puis blablabla. Puis la seule, Duvalier n'est jamais parti, puis la seule affaire qu'on avait, c'était le français. C'était comme, OK, mais on parle français. Et on devrait rester. Puis dans ce livre-là, oh my God, this is a good book. Fear of a Black Nation de David Austin. David Austin est encore vivant. C'est un prof à McGill. C'est un prof à McGill, puis il était là aussi dans la commémoration de Computer Riot et tout. Puis lui, il parle... Ça, c'est vraiment juste only the 60s. Fait que c'est vraiment comme Montréal... Dans les années 60, qu'est-ce qui s'est passé? Le Computer Riot. Un an avant le Computer Riot, il y avait le... Writers Congress, Black Writers Congress. So,
member of the Black Panthers came to Montreal. Member of the Black Panthers came to Montreal puis parlait encore une fois de... That's wild, yo. That's just wild. Like, that's wild. Like, isn't it wild? Like, are we the only ones that think this is wild? Like, that's wild. Like, wow. Montreal, like, ils sont venus à Montréal pour vraiment parler, again, de Black consciousness. Yeah. Puis, quand tu vas à McGill, dans les archives, yo, c'est tellement... C'est genre, il faut que tu fasses du travail, là. Ouais. Quand tu vas dans les archives, il y a encore le planning. Fait que les members qui allaient parler et tout, qui allaient parler de quoi, Again, l'histoire est vraiment vivante. It's just not accessible to whoever the fuck, là. Yeah. Fait que, un an avant, il y avait eux, ils sont venus à Montréal pour parler de comme Black consciousness, puis genre, what it means to be Black, puis Puis ça a fait un vent qui a comme influencer tout ce qui est arrivé après. So, quand on parle du computer riot et tout, parce qu'on avait, on avait ça dans l'idée et tout. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les lois d'immigration ont changé. Fait qu'il n'y a pas toujours eu cette... Quand tu veux immigrer au Québec, on priorise les gens qui parlent français, mais c'était pas toujours comme ça. Montréal était très anglophone avant. That's why it was like... It was very anglophone. C'était vraiment comme... C'était pas Toronto avant comme l'épicentre du Canada. C'était vraiment Montréal. Fait que c'était très, très, très anglophone. Puis comme je dis, avant les années 60, c'est très diversifié. Comme il y avait des Haïtiens francophones, mais il y avait aussi de tout. Il y avait genre de tout. Puis je pense que c'est ça qui explique que les 90%, comme nanana, parce qu'il y avait vraiment, t'avais des gens de Nouvelle-Écosse, t'avais du monde de comme... Ça fait beaucoup de culture noire. Ça fait beaucoup, like, we're thriving. Like. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand les lois ont switch, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont priorisé juste les Noirs francophones. Fait qu'il y a eu vraiment comme un drop des Noirs anglophones, puis les Noirs francophones sont arrivés en masse. Puis il y a beaucoup de Noirs anglophones qui ont quitté aussi. Et il y en a beaucoup qui ont... Exactement, il y en a beaucoup qui ont comme quitté, go back, whatever. Fait que ça fait genre un job, puis ça fait que comme... tu vois, beaucoup d'Haïtiens and really less of everything else. Je pense qu'avant, c'était vraiment beaucoup plus comme balancé, mais depuis le changement dans les lois, comme beaucoup de francophones, puis beaucoup moins d'anglophones, puis ça change de la dynamique. And I feel like to me, what happened, pour de vrai, c'est vraiment juste comme, OK, nous, on est francophones, les Québécois sont comme, ben tu sais, on a ça en commun. And I really think that they do look down on Black Anglophones. I really think they do, genre comme on a aucun... Like Black francophones? Non, pas nécessairement Black francophones, mais les Québécois. Like, ça leur dit rien, là. They do. Ça leur dit fuck all, là. Comme t'es noir, puis tu parles anglais, comme t'as rien. There's already the language thing, and then it's like a double negative. Ouais, c'est comme un double, genre, on n'a rien à voir avec vous, puis I think that Black Anglophones sont aussi, genre, on n'a rien à voir avec eux, genre, comme la culture, on ne dit rien, la langue, comme, oublie. Fait que I think c'est cette séparation, puis j'ai vraiment l'impression que les francophones noirs ont joué là-dedans, qui sont comme, I guess, que comme, because we don't speak the same language, il y a une barrière, mais pour de vrai... And a lot of it is due to wanting to integrate so bad, and a lot of Black Anglophones didn't really have that need of wanting to integrate as much because they already had a big point that wasn't in like they had nothing in common. Like Black Francophones had at least language in common, so they are at least a step closer to being as Quebecers as they could. Contrary to Black Anglophones, they were like, there's no way, like there's no, we have nothing in common. We don't have the language nor the skin color. And also a lot of Black Anglophones have settled here for quite a long time during the time of like Black liberation, like Black, like they've learned the history. They've already associated themselves with being completely distanced from white people, contrary to people that are just arriving. And that happens to most communities that are just arriving. You know, my parents came from Ethiopia in the 90s, and you know, that's what it's kind of a conflicting thing, because I'm like, I don't really know which community I belong to, because the Anglophone community is very like either Black Canadians like that have been settled here for centuries, or Black Caribbeans, but
Ethiopians don't really mix with that. Mais vous êtes à Toronto, pour de vrai. C'est ça, c'est ça l'affaire. C'est comme, on n'est pas vraiment à Montréal. On n'est pas vraiment, like, most Ethiopians that came to Montreal were just sponsored by people that are already in Montreal. Like, that's what happens, that's what happened to my parents. They did not want to come to Montreal, but their cousins were here. They're like, okay, we gonna sponsor y'all, like, whatever. So they came here. For the majority of Black immigrants that came here after the period of, like, after the 60s, past that, a lot of them was just, let's integrate as much as we can. For my community, is a little bit different because we're not super welcome in the Anglophone community, and we're not welcome at all in the Francophone community because we don't be speaking French. And in Ethiopia, the official language is Amharic, so it's not really English. So a lot of Ethiopians actually don't have, like, the best English and then don't have the best French. Like, en tout cas, moi, je peux parler pour les gens qui sont dans ma famille, les gens que je suis proche avec. Comme, mon père parle pas français du tout, puis comme son anglais, c'est vraiment comme yo so-so. So, c'est comme, you know what I mean? And, you know, il y a des temps où, tu sais, mon père a vécu comme at work, like, des noirs qui l'insultaient là, comme tu sais, genre, tu sais, things like that. So it's kind of like the Ethiopian community pretty much sticks together. That's the community that I knew growing up, going to Ethiopian churches, Ethiopian events, and I was not really into any of these groups. And also, like, I speak English pretty well and I speak French well as well, so I don't really never felt this sense of division on my end. But to come back to why there is this sense of division, I really think it's because the initial, their motives are often different. Anglophones do not, most of them don't at all feel like they need to conform to white Quebec standards at all, because a lot of them have been established here for a long time. They've known for a long time that this is not something I want to associate myself with, and this is not something that I really can associate myself with, because unless I speak the language, y'all will not check my way. So, you know, Black Francophones do have a leg up in that sense, but what really sucks is the fact that it's not, I don't believe that it's a reason for us to not come together. I don't think that it's a reason for us to not want to work together. And, you know, we've talked about this on our first episode. A lot of, you know, Black activist groups and a lot of information on, you know, Black history and everything is usually English-centered, and it doesn't really give access to Francophones in that, because the Black English community has talked about this for centuries now, and the Black Francophone community is catching up because they haven't been here for quite as long. So I feel like it's really, really important to integrate as much as we can, to share our resources, to share our knowledge together, to help each other as much as we can, because although there was a time where Black Francophones did want to integrate as much as they could, comme t'as dit, it's now coming to a point where people are like, fuck this integration shit, and let's just be Black. Like, let's just be Black. Like, let's just be Black. I see it so much. Comme in my community, like, most, comme je t'ai dit, comme la plupart parlent pas la langue. Comme toi, like, most people that are coming from other countries don't really, they don't speak the language. The desire to integrate is so deep, but we should think about integrating with our fellow skin folk. C'est vraiment ça. Like, we should think about that. En plus, c'est fou parce que quand tu parles de community center puis de Negro, like, community center, dans le côté vraiment francophone haïtien, c'est vraiment la maison d'Haïti qui était comme centrale là-dedans, puis il y a beaucoup de femmes noires féministes, ils parlent beaucoup de ça, comme des femmes noires qui étaient domestiques, puis t'es comme les blancs don't check for us because we're Black and women, genre they really don't care. Comme il y a vraiment des femmes noires qui comme ils voient les femmes noires puis sont comme c'est rien là, comme c'est pas encore genre. Puis elles se sont vraiment développées comme une communauté. Puis encore une fois des batailles féministes et tout, puis je suis comme ben yo we would really comme gain from just link up. Vraiment, like, we have so much more in common. Yeah, we have so much more in common that we have as differences. Puis tu le vois même dans la façon, c'est fou parce que quand je travaillais dans un community center for youth, genre à NDG, ils m'ont dit tu vas voir, les enfants francophones vont être vraiment plus polis avec toi que les enfants anglophones. Là, je suis comme, where does that come from? Et dit ça, you're just gonna see. Puis genre, fait que là, quand je vais, puis tu sais, c'est des gars, là, comme ça, ils ont 16 ans, 17 ans, puis ils jouent au basket. Puis c'est moi qui dois les arrêter, genre, quand c'est fini. Shut the fuck up. Quand c'est fini, il faut que je sois comme, OK, it's done.
si je dis ils se donnent, les Noirs qui vont être francophones, puis qui vont être souvent haïtiens, ils vont être juste comme, OK, tu sais, ils vont throw like 1, 2, puis ils vont être comme, OK, madame, ils vont m'appeler madame, ils vont me donner. The Anglophone kids, yo, they couldn't care less about my life. Yo, j'avais l'air d'une petite conne. Really? Je suis comme, est-ce que vous pouvez arrêter? Can y'all stop? When, and they're like just, like they're playing. Et moi, je suis au milieu, là, comme, can y'all stop? Yeah. Puis je pense vraiment que ça, même quand il y avait la commémoration, tu voyais genre des enfants du monde qui ont vécu tout ce qui s'est passé à Concordia, like they don't give no fuck. C'était genre fuck Concordia, fuck this university. Puis je pense vraiment que parce qu'ils sont plus comme, ils ont l'autorité leur dit rien, dans le sens que comme comme t'as dit, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, comme I feel like they so much more grounded to genre what it is to be black in Montreal, que comme c'est pour ça que même les enfants, I feel like les enfants francophones sont plus, ils vont plus s'excuser, ils vont plus être comme, OK, madame, genre, okay. And I'm just like, this is really weird. Comme, il m'a dit ça, j'étais comme, hey. That's actually, really interesting, though. That's really interesting. But it's true, because they've already had this ingrained in them for a really long time, and they've dealt with racism and then the hate that they get for not speaking the language, compared to black francophones that have racism, but they don't get that same language hate. They actually get this language appreciation. Like, oh, you speak French just like us. You still a nigga. You're nigga, best believe but you're still a nigga. But at least I'll take you at my table compared to having this person that is black and then can understand me. You know what I mean? So it's like the black Anglophones knew that. They're like, we don't even care about conforming to your rules because y'all don't see us at all. Y'all don't see us at all. And again, this is not to say that black francophones do not suffer racism. They absolutely do, but they do have a leg up in terms of language. Like, allô, comme on est au Québec, là. Mais ils s'appuient sur ça aussi parce qu'ils sont juste comme, OK, parce qu'il y a aussi une affaire qui s'appelle la crise des 1500, puis c'est comme 1500 migrants haïtiens qu'ils avaient genre qu'on allait déporter, and the way they fight this, ils ont décidé de fight back, puis ils sont juste comme, you know what, on est francophone. Even though ils parlaient créole and they had trouble speaking French, mais c'est comme, on est francophone dans la vie, and they made them stay. Ils ont donné genre la résidence à 4000 Haïtiens because of that fight. Donc j'ai vraiment l'impression que comme, we rely on that so much pour l'intégration. I feel like our parents really did, mais nous on est rendu à un point que comme vague. We need to let that go. We don't relate, we don't comme ça sert à fuck all que tu parles français ou non. Dernièrement, quand il y avait eu la vague, quand Trump a menacé d'enlever la citoyenneté à des Haïtiens qui sont venus en vague à Montréal. Ben non, il allait enlever leur citoyenneté, fait qu'ils sont venus en vague ici. Puis genre, tu sais, Trudeau en laissait passer, puis il était juste comme, OK, we're gonna figure it out. Puis je pense qu'ils étaient dans le stade olympique durant ce temps-là. Yo, les Québécois étaient pas comme, yeah, plus d'Haïtiens. Yo, le racisme était vraiment intense. Comme on n'a plus de place, ils viennent pour nos jobs, non. Ils étaient plus dans leur affaire de genre, je veux manger du griot, là. Ils étaient énervés. So let it go. Like, let's let it go. Let's let it go. And honestly, let's really come together. We have way more in common than... We have way that more are differences. It's time. Like, it's time. It is. It's time. It is. It's time. Like, c'est fini, là. Let's go. Like, let's come together. Let's come together, guys. Let's make peace. Like, you know, let's all come together. Our blackness is what's gonna unite us at the end of the day, regardless of any other factor. Our blackness is what's gonna unite us. Je voulais juste faire un shout-out en plus à, you know, you were talking about like the way jazz in Montreal was really like a black thing. Yeah. Le festival de jazz is a black man who started Talk about it. Oui, talk about it. C'est un haïtien qui s'appelle Doudou Boissel, and it's because he was comme il était un musicien et comme il était souvent aux États-Unis. Puis ils connaissaient des musiciens, ils sont comme, hey, like, what about like a festival in Montreal? Blah, blah. Puis c'était comme, OK, comme. Puis c'est eux qui. It's not a white thing. Non. Puis maintenant, c'est vraiment blanc, le festival. C'est blanc, c'est blanc as fuck. Et ça a pris tellement du temps avant qu'ils reconnaissent que c'était actually like, people be clowning me when I'm like, I love the jazz festival. Mais j'adore le festival jazz. Yo, c'est mon activité. I love that shit. Je me rappelle qu'on travaillait à... Je vais pas dire où. Like, I remember after work, you're like, tu sais, je vais au festival jazz. Comme, I remember. C'était mon jam, là. And again, it's black people. I just wanted to say that. Yeah.
Yeah. Juste ça. Yup. Ouais, you can Google Doudou Boissel. So the last aspect of systemic racism that we want to discuss is obviously the good old police brutality. So now we've kind of went from slavery to, gentrification, all the way up to police brutality, which is the topic of the day, the topic of the hour, the topic of the last couple of months. And why this is really important to address is because people are now talking about systemic racism as if the conversation just began and as if the conversation just revolved around police brutality in the United States, which is not the case. We now discussed the whole history as briefly as we could of systemic racism in Montreal. And so the George Floyd and all of these events that happened was not the main source of a lot of Black Montrealers' outrage. And this is really important to point out. Police brutality happens here as much as the media would like to pretend like it's not happened. So we're both going to discuss two specific cases that happened. And j'aime trop le fait qu'on n'a pas pris des cas que ça fait comme des vingtaines d'années. Like, these are cases that haven't happened that long ago. So I want to quickly talk about Jean-Pierre Bonny. So Jean-Pierre Bonny was a Black man that was killed on March 31st, 2016 by police that shot him in the back of the head with a rubber bullet. Rubber bullet killed him. And he was actually running away because the cops came and busted like this drug raid or something. And he was running away and he got killed. I just want to quickly talk about also, guilty or not, the police's job is not to kill, right? Like, the police is not, like, let's say you are guilty. The police is supposed to arrest you, take you to the station, not kill you, like, at the end of the day. Because I see a lot of people wanting to always find out if the person that was shot dead was actually guilty of a crime or not. And it just kind of makes me think, so are we really in a time where we're saying that guilty people deserve to be killed by the police before they get like a trial? Like, is that what y'all but like, so that's what happens. So we should kill all people that are so what's the point of even going through the whole arrest? Like, just go ahead and shoot niggas. Like, just shoot. Don't even say anything. Don't even read them. Just shoot, because that's what it is now, right? So anyways, guilty or not guilty, he was running away. He was literally running away. There was no reason to shoot him in the head. If you cannot do your job, you can't, like, don't, like, just quit. You know what I mean? But anyway, so he was shot dead by the police, and that led to a series of protests in Montreal North. A lot of it was, regular walking down the street protests. And obviously there were people that were very, very angry and set fire to a bank, were vandalizing cars, were vandalizing cop cars. And one thing that I find very interesting about this is, it's barely been broadcasted in the media, and Quebec really, really loves to paint Black people out as thugs and criminals. And whenever there's a time to basically highlight the wrongdoings or the aggressiveness of Black people, they'll be quick to do that. But they still didn't really put out there what happened, the vandalization that Black people did. They really didn't really talk about it that much, unless you really went and Googled the case. It's not something that you would have seen on like front page news, which whenever a Black person does something, it usually is front page news in Quebec. But so that's just a point aside. Now, when the George Floyd thing happened, the George Floyd protests was all over Quebec media. Quebec could not wait for people to have protests about the United States so they could go ahead and broadcast it, just to show, our hands is clean, honey. Look at all of these protests for George Floyd. Always on fait pas ça chez nous. On fait pas ça chez nous. All of the emphasis on George Floyd, always George Floyd, all of this emphasis on George Floyd. And when there was the people that vandalized or, broke into the guitar shop, it was all over the news. It was all over the news. They were calling people animals and this and that, and I don't think it's worth it. J'en reviens pas. All of these things, when first of all, Black people ain't had nothing to do with that. But they went out of their way to document all of that, the vandalism, all of this, because now it had nothing to do with them. But so that shows how they're so excited to show
protesters in an angry light. But they didn't do that for Jean-Pierre Bonny. They didn't really broadcast the damage that Black people did. The Black people that vandalized the cars and set fires to the bank, there were no charges even pressed. And I think it's important to talk about that because they didn't do that out of the goodness of their heart. They did that because if they were to broadcast what Black people did on front page news, they would have to explain why they did that. And they would have to explain it's because one of our own shot a Black man for no reason. Mm-hmm. So they would have to explain that. So because they so badly did not want to talk about police brutality being present, they sacrificed a good story of making Black people look like criminals and crooks. That's how much they didn't even press charges. That's how much they wanted us to be swept under the rug. That shows how badly they want to protect their image, to the point where we hate Black people, but we're not even gonna tell y'all what they was doing up in Montreal North, burning up banks and shit. We're not even going to broadcast that because that would lead us to explain what happened. Ouais. That's really, but it happens here too, honey. Ouais. It happens. Mais c'est fou parce que ce case-là, back in the days, quand c'est sorti, les gens qui étaient avec Bonny Jean-Pierre, talk about it like on SoundCloud. I guess avant que le podcast was a thing, they actually explained what was happening durant le saisie. Ils sont comme, yo, on savait même pas que c'était la police qui est rentrée. Ils sont rentrés sans warning. On pensait que c'était un autre gang, comme c'était vraiment pas clair. Fait que, I think the whole case is shady. C'est pour ça que, comme t'as dit, they don't even like... Yeah. C'est vraiment, vraiment pas mentionné. Le case que je veux parler, c'est celui de Alain Magloire. Alain Magloire, c'est un case qui s'est passé en 2014, donc le 3 février 2014. Il y a eu... Alain Magloire était un noir sans-abri. Puis, ils ont appelé la police parce que... aussi, un noir sans-abri avec des problèmes mentaux. Donc... OK, la police ne peut pas handle le case qu'ils ont rapport avec les problèmes mentaux, surtout quand c'est une personne noire. I feel like it never ends well. Donc, on a appelé la police parce qu'il paraît qu'il était là, il avait un marteau, puis qu'il frappait sur la fenêtre. Fait que la police est arrivée. And for some odd reason, ils l'ont foncé dessus. Des voitures, des polices, ils l'ont foncé dessus. Il a roulé sur le capot de la voiture et après l'avoir foncé dessus, ils l'ont tiré dessus 4 fois. Like, what was the reason? What was the reason? Je l'ai lu plein de fois, je suis comme, mais pourquoi? Quand vous avez fini de lui foncer dessus, ce qui est bizarre, je trouve, il a un marteau, y'all have guns. Je sais pas pourquoi, comme, OK, on va le rouler dessus. And then after that, you shot him. For what? Puis c'est une personne qui était sans abri, puis c'est une personne qui a des problèmes mentaux, fait que c'est vraiment bizarre. Puis le case a fini que comme le juge a décidé que comme it was justified. It was justified force. Que, encore une fois, j'ai trouvé ça bizarre. Je suis comme, based on what? Yo. Based on what? S'il y a comme 4 voitures de police, on lui a forcé dedans, il est à terre, and then I shoot. Comme t'as dit, OK, on tue les gens. On tue, dans le fond, on appelle pour tuer. C'est tout. Ils vont nous le dire. Parce que j'étais comme, c'est quoi le rapport? Pourquoi tu le fonces dessus? Pourquoi tu le tires 4 fois? Il y a un marteau dans ses mains. Il n'y a pas de technique comme désamorcer ce qui se passe et tout. No. I saw a thing saying like McDonald's employees have better de-escalation skills than the cops. Ben, and like I've witnessed that, like comme des gens qui viennent genre, comme des wildin et tout, comme puis ils sont juste comme monsieur. Like I'd be like, damn, like minimum wage. Like what do they be teaching y'all in training? Like minimum wage. Je pense que j'ai vu quelqu'un qui a reply à ce truc qui a dit c'est parce que nous, if we do something, on va actually être fired. Facts. Oh, well, that makes sense, though. That makes fucking sense. Because y'all be keeping your jobs suspended with pay, face ass. Like, fucking... mais c'est vrai. Mais il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de cas à Montréal quand on parle de brutalité policière. Et aussi, il faut comprendre aussi que brutalité policière, c'est pas juste les personnes qui meurent. Yeah. C'est aussi les gens de tous les jours qui sont arrêtés and don't die, mais qui ont eu des interactions avec la police. Qui sont traumatisés jusqu'à ce jour. Ouais, qui sont traumatisés jusqu'à ce jour. On sait qu'à Montréal, si t'es noir ou arabe, t'as 5 fois plus de chances de te faire arrêter.
5 fois. 5 fois plus de chances de te faire arrêter qu'une personne blanche. Je me souviens, il y avait un documentaire sur Radio-Canada qui parlait de ça. Ils interviewaient du monde à Montréal-Nord, puis il y a des gars qui étaient comme, yo, moi, je peux me faire arrêter 3 fois dans une journée. Le monsieur était comme 3 fois. Je suis comme, oui. Il était comme, oui, 3 fois. 3 fois like, dans une même journée. Reality. Ouais, 3 fois dans une même journée, je me fais arrêter encore. On me demande les papiers de la voiture et tout. Ouais. C'est arrivé à un collègue de travail de ma mère. Quelqu'un a appelé la police pour lui parce qu'il avait oublié son sac de sport dans son auto, puis il a une auto de sport. Il est revenu. Les gens pensaient qu'il volait l'auto. Ils ont appelé la police. 5 voitures de policiers sont arrivés. Ils lui ont dit de se mettre à terre, de mettre ses mains comme... Puis c'est dans l'auto, quand ils ont fini de l'arrêter, qu'ils demandent les papiers, genre, pour voir si l'auto était à lui. Comme ça arrive tout le temps. Ça arrive vraiment, 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 vraiment souvent. Puis c'est un truc qui a pas été adressé ou qui s'y a été adressé vraiment, vraiment de façon ridicule, là. Comme j'ai vu les panneaux, là, avec une personne, avec Fabrice Ville et 4 autres personnes blanches. It just doesn't add up. Really doesn't. C'est comme, ben, tu sais, si on mettait... Et puis, je trouve qu'on est tellement arriérés dans nos conversations. Tu sais, on parle de caméras pour les policiers, puis ça a été prouvé que ça change absolument rien. They don't care. I've seen videos from the cameras, like they wildin' regardless. Comme ils le font quand même, ils perdent pas leur job. Des fois, ils éteignent la caméra. Comme, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Comme ça a été prouvé que ça fonctionne même pas. Fait que c'est comme... At this point. At this point. ACAB. like at the end of the day. So all this to say, to conclude, what next? What next? Mais, OK, ça c'est vraiment, comme Titi a dit, c'est vraiment genre un résumé, là. Yeah. Comme on a vraiment survolé. Comme, this is a book. J'ai pas parlé d'un chapitre du livre. This is a book. J'ai pas parlé de... Moi, j'ai parlé de... Je vous promets, c'est l'introduction. Tout ce que j'ai dit est dans l'introduction du livre. Fait que c'est vraiment pack. C'est vraiment... Il y a beaucoup de choses à découvrir. Encore une fois, quand Titi parlait de Little Burgundy... Je sais pas, I'm shook. Et en plus, je me rappelle des images et tout. This happened here. Fait qu'on a une histoire ici. L'identité noire montréalaise is a real thing. Et c'est pas nouveau. Comme c'est pas nous qui commençons ça, c'est pas nous qui commençons. OK, on a des entrepreneurs et tout. Il y a une histoire et je pense que c'est crucial. To be honest, je pense que c'est crucial qu'on l'apprenne. Oui, like let's start teaching this in schools. Like the same way that, you know, history classes are mandatory in high school, implement this in like all of this that we spoke about was purely Montreal. Like it wasn't, we didn't even get into freaking the rest of Canada. Like Nova Scotia, like just Nova Scotia on its own is just a whole thing. Like it's a whole thing. We have Africville. It's a lot. And Black Canadians have contributed so much to this country and they're just so neglected. History is so whitewashed and it's only made to highlight the contributions of white Canadians. And it's unfair. And the reason why a lot of, and to come back to just Quebec, the reason why a lot of Black Montrealers don't want to claim Quebec like that, say je suis pas Québécois, is because they don't see themselves in anything. At least, okay, you guys don't want to show us in the media. All right, like, okay, we won't kick in the doors regardless, but okay, you guys don't want to show us in the media. Can you at least show respect when we're talking about history? Like when we're talking about Black history, you're teaching all of these things. Moi, là, au secondaire, le cours d'histoire, vie de ma mère, c'est comme le cours que je détestais le plus. I actually really hated most of my classes, but still, histoire, maths, sciences. Mais comme histoire, it was... Histoire, maths, sciences. Mais histoire, I really hated history because I deadass felt like every year is the same shit. It's the same shit. When the history of Canada is so rich, like, y'all don't even be telling indigenous stories right. Yo. Like, what do y'all be doing? Yo. Like, c'est quoi que vous faites? I was in high school thinking all of these white explorers were like gods. Like, oh my God, comme ils ont fait ça. Ils ont découvert Ils sont trop smart. Yo, comment ils ont fait? Genre, what
t'as juste découvert. Like, I thought all of the, like, literally, it's so incorrect. And if you're at least gonna, Black history should be its own, should be taught like in a whole year. Like, just, comme genre secondaire 2, comme non, genre tout en secondaire, genre 2. Ouais. Secondaire, comme très, tout très en secondaire 2, genre, ça va juste être l'histoire de Québec, genre. Puis comme ton secondaire 3, ça va être genre Nouvelle-Écosse. Like, this is something that needs to be implemented in the curriculum. Like, yes, okay, we went through that. We didn't learn it. Fine. But what about our children, right? Like, what about the future generation? Like, what about the kids that are in school right now? Like, what happens to them? Like, what, like, okay, you guys fumbled the bag with all of us. Like, you guys fumbled. We had to go ahead and digging to find out about Black Montreal history. But now, what are we gonna, like, can we talk about it? Like, can we make it better? C'est vraiment... Puis tu sais, pour revenir aux loans de Justin Trudeau, qui veut donner aux entrepreneurs, quand t'entends une histoire comme Little Burgundy, là, comme, qu'est-ce que t'as envie de faire, là? They really owe us that money. It's not even like, c'est pas juste que comme, ok, comme, c'est cute, on parle de racisme, puis... Non. On va leur juste donner they owe us that money. Yeah. We did contribute to like the economy of comme Canada. On contribue comme on est des citoyens là. Mais ces loans-là, c'est pas nous qui vont les avoir. C'est juste pas nous. Est-ce qu'on connaît même les loans? Genre à chaque fois qu'on parle de subventions et tout, guys, quand je vous dis que le gouvernement donne de l'argent, il y a beaucoup de programmes où le gouvernement fait juste donner de l'argent, puis c'est là pour ça, c'est un projet que tu peux appliquer. Mais j'ai jamais su ça juste comme avant que je commence, ok, je vais m'impliquer dans tel projet, tel projet avec les organisations. Là, ils montrent le budget. Là, je suis comme, cet argent vient d'où, s'il vous plaît? Oui! Cet argent vient d'où? Mais est-ce que tu penses que l'enfant qui a grandi comme à Montréal-Nord, puis qui il reste dans son quartier, puis comme qui sont restreints à rester là, puis qui sont vraiment isolés de toutes les... Like, how do we know? Exactly. Nos parents travaillent, comme ils ont pas le temps de 3 jobs. Ils ont pas le temps de nous comme... Est-ce que eux savent même? So, how do we know? Puis quand je suis dans ces programmes-là, it's a lot of white kids. They know. Ils savent they know the ins and outs. Ils savent toujours trouver de l'argent. Ouais. Ils savent toujours trouver de l'argent. Ouais. Fait que this loan qui est comme... Premièrement, c'est des personnes noires qui ont... Shout out to the Black people who fought for that. Parce que Justin Trudeau a pas... C'est pas son idée, là. Comme, let's calm the fuck down. C'est pas son idée. Like, we gonna take it for sure. Like, on va très bien le prendre. Bien correctement. Très correctement. Mais c'est comme, they do owe us, parce que ces affaires-là, we don't know about. Comme, le racisme systémique, c'est pas juste que, comme, non seulement qu'on les deny when we apply, but we don't even know they exist. Period. Parce qu'on n'a pas ce knowledge. Nos parents, c'est pas comme, oui, tu sais, il y a un loan que tu peux... Non! Mais les Blancs, they always know. They always I swear know. to God, they always know. No. Fait que c'est genre, ça revient au fait que comme on connaît pas, et aussi on a toujours l'impression que comme we are the other, on est tout arrivé en bateau en 2005. No. Je te fucking jure. No. Fresh off the fucking boat. Like, en 2005 puis qu'avant genre. Non, we've been there. Puis tu sais ça, on a vraiment survolé l'histoire. Mais si on parle même du hip hop au Québec, c'est fucking blanc, G. C'est hyper blanc. They're not black. Do you think it comes from white people? Le plus gros rappeur au Québec s'appelle Loud, and he's the first one to comme avoir rempli le Centre Bell comme on his own. Mais do you think it comes from them? Do you really think it comes from them? But they're not being played. The Black hip-hop artists are not being played on the radio. They're really not. On Quebec radio stations. They're really not. But if they can make it white though. Yeah. Comme ils vont le faire jouer, genre puis ils vont remplir le Centre Bell. Does that make sense? Yeah. Does that make sense? Guys, all to say, like, all of this is basically how systemic racism is shown in Montreal and in Quebec and specifically in Montreal. This is, and we've, like Beck said, we've brushed over it. Like, we didn't go through the surface. Like, we really did not go super deep because we got 2 motherfucking hours. So we don't have that much time to go over it. But just to say, just in these 2 hours, there's so much information that was said, and it's literally like 2% of it all. We need this in schools. Like, we need this to be taught in schools. And I think that had I learned this in school, I would probably not have failed my history class. Like, you know what I mean? Like, I would most likely be really interested. History is something that's so rich. It's so interesting. But schools whitewash it so bad. So I really hope that, you know, people learn from this. People got a bit more information, and people are gonna, you know, maybe there's a certain
administrative person that's gonna be watching this is gonna be like, yes, let's add it to the curriculum. Share this video. Share this video. Honestly, guys, share Really this video for the better good of the community. Vraiment. Like, please share this video. Parce que je veux vraiment que ce soit dans les écoles. Yes, we did curse. Like, we did curse. Like, you can bleep it out. Vraiment que ça dans les fucking schools. Puis qu'après que ce soit dans le programme. Parce que c'est là qu'on est rendu dans la conversation. Ouais. C'est vraiment juste là qu'on est rendu dans la conversation. Je veux vraiment que ça soit dans les programmes. Ouais. Comme, OK, c'est peut-être bien cute, là. What do we do? That. In schools. We're doing that in schools. This is where we're concluding it at. Bring this topic in schools. Let's talk about it. So all this to say, I'm really proud of this episode. Ouais. I'm really happy. We were so nervous, guys. On était fucking stressés. On était tellement stressés, but you know how we do. Like, okay, all this to say, guys, thank you so much for watching. Thank you so much for listening. Again, shout out to Saint Leon. Love you. Thank you so much for wanting to work with us. Again, Woke 15% off. So yeah, I'm Titi. And I'm Beck. And we're what the kids call Woke or whatever.